Vous connaissez ces photos Instagram de cottages recouverts de neige qui ont l'air absolument magiques? Eh bien, je déteste vous briser l'illusion, mais vivre un hiver édouardien n'avait rien de cette fantaisie chaleureuse et filtrée. Au début des années 1900, en Grande-Bretagne, affronter un hiver rigoureux était littéralement l'une des périodes les plus mortelles de l'histoire. Les historiens estiment que durant les hivers édouardiens particulièrement brutaux, jusqu'à une personne âgée ou très jeune sur 15 ne survivait tout simplement pas jusqu'au printemps. Ce n'était pas seulement inconfortable. C'était une lutte pour rester en vie. Et au passage, si vous appréciez ces histoires, un like ou un abonnement serait vraiment apprécié. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous écoutez, alors laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Ça me fascine toujours de voir des gens s'endormir avec ça partout dans le monde. Très bien, retournons maintenant dans l'Angleterre rurale de 1905. Croyez-moi, le voyage sera intense. Mais d'abord, installez-vous confortablement. Sérieusement, ajustez ces oreillers. Remontez la couverture, car là où nous allons, vous aurez besoin de toute la chaleur possible. Félicitations, vous venez de vous réveiller dans une petite ferme édouardienne du Devonshire. La première chose que vous remarquez, c'est le froid glacial. Pas le genre de froid où l'on se dit « Oh, je vais mettre un pull ». Non. Plutôt, je vois ma respiration flotter au-dessus de mon lit. Votre nez est engourdi. Vos doigts sont raides. Contrairement à votre lit bien chaud en ce moment, vous dormiez sur un matelas en crin de cheval qui retient à peu près autant de chaleur qu'une plaque de glace. La seule source de chaleur provient des lourdes couvertures en laine empilées sur vous. Pas une, ni deux, mais souvent 4 ou 5 couches épaisses et rêches qui vous écrasent comme un instrument de torture médiévale. Maintenant commence la partie vraiment difficile. Vous devez vous lever, mais chaque fibre de votre corps hurle pour rester dans la chaleur relative du lit. Le plancher, en bois nu, pas de moquette moelleuse ici, est aussi froid que de la glace. Et il n'y a aucun thermostat sur le mur à monter avant que vos pieds ne touchent le sol. Peut-être avez-vous la chance de posséder une bouillotte en céramique remplie avant le coucher. Probablement pas. Elles étaient réservées aux foyers plus aisés. À la place, vous avez peut-être une brique chauffée dans le feu de la veille, enveloppée dans un tissu et glissée sous les couvertures. À présent, elle est glacée. En regardant autour de vous, vous apercevez des motifs de givre à l'intérieur de la fenêtre. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Le verre est si froid que l'humidité de votre respiration a gelé en délicate forme de fougère pendant la nuit. C'est beau, d'une manière qui vous fait mal aux os rien qu'en regardant. Sur la chaise en bois près du lit reposent les vêtements que vous allez devoir enfiler. Et c'est là que la survie hivernale édouardienne commence vraiment, avec des couches. Beaucoup de couches. D'abord viennent les sous-vêtements en laine. Pas la laine mérinos douce et confortable d'aujourd'hui. Non. Une laine rêche et piquante, comme si vous portiez un cactus. Mais ça fonctionne. La société Jaguar fabriquait des sous-vêtements en laine populaire toute l'année, rafraîchissant en été en évacuant la transpiration, et chaud en hiver en emprisonnant la chaleur. Vous enfilez des caleçons en laine, des sous-vêtements pour nous, modernes, puis une chemise de corps en laine. Votre peau est déjà rouge et irritée, mais c'est toujours mieux que de mourir de froid. Ensuite via la chemise ou le corsage, puis peut-être un gilet. Les femmes porteraient plusieurs jupons. Par-dessus, une épaisse veste ou robe en laine. Puis un châle ou une écharpe autour du cou, des bas en laine, de lourdes bottes en cuir parfois remplies de papier journal pour plus d'isolation, et enfin un bonnet de laine tiré sur les oreilles. S'habiller prenait un temps fou, mais une fois emmitouflé, vous êtes prêt à affronter la journée, à l'intérieur de votre propre maison. Si vous devez sortir, il vous faudra encore plus de couches. La première tâche du matin, allumer le feu. Et ce n'est pas seulement une question de confort. C'est littéralement une question de vie ou de mort. La cuisinière de la cuisine est le cœur de la ferme édouardienne, massive, en fonte noire, multifonction. Elle sert de poêle, de four, de chauffe-eau et de principale source de chaleur pour toute la maison. Mais avant tout, il faut l'allumer. Cela signifie s'occuper des cendres de la veille. Agenouillé devant le poêle froid, vous grattez les restes gris du feu d'hier. Attention toutefois, des braises peuvent encore se cacher en profondeur, et la dernière chose que vous voulez, c'est mettre le seau à cendre en feu. La fine poussière grise se répand partout, sur vos mains, votre visage, vos vêtements. Mais rien ne se perd, ces cendres seront conservées. Elles servent à tout, du polissage de l'argenterie à la fabrication de savon, en passant par l'engrais du jardin. Ensuite, il faut bâtir un nouveau feu. Vous commencez avec du papier journal froissé, si vous avez cette chance. Puis de petits morceaux de bois disposés soigneusement pour laisser circuler l'air.
Par-dessus, vous ajoutez du charbon. Le bois devenait rare dans de nombreuses régions d'Angleterre à l'époque édouardienne, le charbon était donc le combustible principal. Noir, sale, laissant une pellicule sur tout ce qu'il touche. Avec des doigts gelés, vous craquez une allumette. Le papier prend feu. Vous attendez anxieusement, soufflant doucement quand il le faut, ajoutant petit à petit du bois. Ce n'est pas rapide. Il faut parfois 15 minutes d'attention constante avant que le feu soit vraiment établi. Mais lorsque le charbon commence à rougeoyer, vous savez que vous avez réussi. La cuisinière en fonte commence lentement à chauffer. Les maisons de cette époque n'avaient aucune isolation comme nous la connaissons aujourd'hui. Les murs étaient souvent en briques ou en pierre, avec du plâtre directement dessus. Les fenêtres à simple vitrage laissaient passer l'air à travers des cadres mal ajustés. La chaleur disparaissait dans l'air glacé presque aussi vite qu'elle était produite. Mais il existait des solutions ingénieuses. De lourds rideaux étaient tirés devant les fenêtres et les portes pour créer des espaces plus petits et plus faciles à chauffer. Des paravents pouvaient entourer les sièges près du feu, formant une poche de chaleur relative. Tout le monde, du plus jeune enfant aux plus vieux grands-parents, savait qu'il fallait rester près de la cuisine autant que possible. La cuisine commence enfin à se réchauffer. Il est temps de penser au petit déjeuner. Et c'est là que l'on voit à quel point la survie hivernale édouardienne différait de notre expérience moderne. Impossible d'aller acheter des fruits frais en janvier. Pas de livraison de repas quand on est trop fatigué pour cuisiner. En hiver, la nourriture venait de ce qui avait été conservé pendant les mois de récolte. Ouvrez le cellier, cette pièce fraîche servant de réfrigérateur naturel, et vous y trouverez des rangées d'aliments conservés, légumes marinés dans des bocaux en verre, viande salée suspendue à des crochets, pommes et légumes racines dans des caisses en bois, soigneusement disposés pour retirer rapidement ceux qui pourrissent. Mais l'aliment de base du petit déjeuner restait le porridge. Des flocons d'avoine cuits à l'eau, avec peut-être un peu de lait si les vaches produisaient encore. Épais, nourrissant et surtout chaud. Un bol de porridge vous réchauffait de l'intérieur et fournissait une énergie lente pour le travail du matin. Vous le servez à la famille. Peut-être y ajoutez-vous un peu de sucre précieux ou de confiture, économisé pour des matins d'hiver comme celui-ci. Le luxe du beurre dépend entièrement de votre vache laitière et de la façon dont elle supporte le froid. Pendant que le petit déjeuner se prépare, les hommes de la maison sont probablement déjà dehors, occupés aux tâches essentielles du matin. L'agriculture hivernale ne consistait pas à cultiver, mais à survivre pour les humains comme pour les animaux. Le bétail doit être pris en charge en priorité. Leur survie en dépend. Chevaux, vaches, porcs et poules doivent être nourris, abreuvés et leurs abris nettoyés. Ce n'est pas une mince affaire lorsque l'eau gèle pendant la nuit et que transporter du foin frais signifie marcher dans la neige ou la boue. Imaginez un fermier se dirigeant vers l'étable avant l'aube, lanterne levée, souffle visible dans l'air glacé. À l'intérieur, la chaleur corporelle des animaux rend l'endroit légèrement plus chaud qu'à l'extérieur, mais il fait encore assez froid pour que les abreuvoirs soient couverts de glace. La première tâche consiste à briser cette glace pour que les animaux puissent boire. Puis vient la distribution du foin, l'évacuation du fumier et l'examen attentif de chaque animal, des signes de maladie. Une femelle gestante en bonne santé? Ces observations peuvent faire la différence entre prospérité et désastre. Pendant ce temps, dans la cuisine de la ferme, les tâches domestiques de la journée commencent sérieusement. La cuisinière, désormais bien chaude, devient le centre de toute activité. Une grande bouilloire d'eau chauffe en permanence, fournissant de l'eau chaude pour laver la vaisselle, les vêtements et les personnes, même si les bains complets étaient bien plus rares en hiver. Peut-être que du pain est en train de cuire, emplissant la petite maison d'une odeur pleine de promesses. De grandes marmites de soupe ou de ragoût sont mises à mijoter tôt, pour être prêtes le soir. Carottes, navets et pommes de terre constituent la base de nombreux repas d'hiver, complétés par de la viande conservée ou des haricots secs. En milieu de matinée, toute la maison est éveillée et engagée dans les tâches hivernales. Les enfants peuvent être chargés d'alimenter le feu, d'apporter du charbon ou du bois supplémentaire selon les besoins. Les femmes, quant à elles, s'occupent souvent de travaux de couture interminables, réparer les vêtements, repriser les chaussettes, peut-être confectionner des courtes pointes ou des couvertures pour plus de chaleur. À l'extérieur, si le temps le permet, les hommes poursuivent l'entretien hivernal de la ferme. Les clôtures doivent être vérifiées et réparées. Les outils nécessitent d'être nettoyés et affûtés en préparation du printemps. Les meules de foin, soigneusement construites des mois plus tôt, sont partiellement démontées pour nourrir les animaux. Ces meules étaient de véritables prouesses d'ingénierie. Conçues pour garder le fourrage au sec pendant l'hiver,
Elle reposait sur des pierres en forme de champignons qui empêchaient rats et souris d'y grimper et de contaminer la nourriture. Le sommet était recouvert de roseaux ou de paille, formant un toit imperméable qui laissait glisser la pluie et la neige. Les côtés s'évasent vers l'extérieur, dirigeant l'eau loin du fourrage précieux à l'intérieur. Vers midi, tout le monde se rassemble à la maison pour le repas de milieu de journée, souvent le plus copieux en hiver. Travailler dans le froid brûle énormément d'énergie, et une nourriture consistante était essentielle à la survie. Un repas typique pouvait être une soupe de légumes épaisse avec des morceaux de bœuf salé ou de lard, servi avec du pain encore chaud sorti du four. Les graisses et les calories n'étaient pas comptées. Elles étaient célébrées comme un carburant nécessaire. La cuisine de la ferme édouardienne avait son propre rythme en hiver. Sans réfrigération, les méthodes de cuisine devaient s'adapter. Par temps froid, un garde-manger froid pouvait être installé dans une pièce non chauffée, voire à l'extérieur d'une fenêtre dans un récipient spécial. Les restes pouvaient y être conservés en sécurité pendant un jour ou deux. Pendant ce temps, les coins les plus chauds de la cuisine abritaient des pots d'aliments fermentant lentement, peut-être du chou devenant de la choucroute, ou du lait se transformant en fromage. Ces processus de fermentation se poursuivaient même en hiver, fournissant des nutriments essentiels lorsque les produits frais étaient rares. Après le repas de midi, il pouvait y avoir une courte pause, un moment pour réchauffer mains et pieds engourdis près du feu avant de reprendre les tâches de l'après-midi. Les enfants en âge scolaire avaient plutôt traversé la neige jusqu'à l'école du village, portant des pommes de terre chaudes dans leurs poches, à la fois comme chauffe-main et comme partie de leur déjeuner. Pour ceux qui travaillaient à la ferme, l'après-midi apportait plus de la même chose, entretien sans fin, soins et préparation. Chaque tâche devenait plus difficile à cause du froid. Les outils en métal collaient à la peau nue. Les doigts devenaient maladroits malgré les gants épais. La lumière du jour était précieuse et commençait à décliner dès le milieu de l'après-midi. Alors que le soleil d'hiver entamait sa descente précoce, les pensées se tournaient vers la fin du travail extérieur de la journée. Les animaux nécessitaient une dernière vérification. Plus de foin pour les nuits particulièrement froides, s'assurer que l'eau n'avait pas regelé. Les outils devaient être rangés et non laissés à la merci du gel ou de la neige nocturne. Le fermier faisait un dernier tour de la propriété, vérifiant que tout était sécurisé. Les tempêtes hivernales pouvaient surgir soudainement, et une porte mal fermée ou un toit mal réparé pouvait signifier un désastre au matin. La lueur de la lanterne créait un petit cercle de lumière dans l'obscurité grandissante tandis qu'il effectuait ses dernières rondes. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ferme, les lampes étaient allumées. L'obscurité précoce de l'hiver signifiait que le précieux carburant, huile pour lampe ou bougie, devait être utilisé plus longtemps chaque jour. La plupart des familles économisaient en se rassemblant dans une seule pièce, partageant la lumière et la chaleur, travaillant souvent à de petits ouvrages manuels ou à des tâches intérieures nécessaires bien après la tombée de la nuit. Le rythme d'une journée d'hiver édouardienne était dicté par la lumière, le temps et la nécessité. Depuis la sortie réticente des lits chauds jusqu'au dernier recouvrement du feu pour la nuit, chaque geste faisait partie d'une danse soigneusement chorégraphiée de survie. L'hiver brutal n'était pas simplement enduré. Il était activement combattu par le savoir, la préparation et le soutien communautaire. À mesure que l'après-midi glissait vers le soir, l'activité dans la ferme édouardienne changeait. La cuisinière restait le centre de la vie domestique, mais on la préparait maintenant pour le repas du soir, peut-être le moment social le plus important durant les longs mois d'hiver. C'est là que la famille se réunissait, que les histoires étaient partagées, que les liens qui permettaient à chacun de survivre étaient renforcés. À l'extérieur, les dernières lueurs du jour disparaissaient derrière des collines couvertes de givre. À l'intérieur, la douce lumière du feu et de quelques précieuses lampes à huile créaient des îlots de lumière dorée. Une nouvelle journée de survie hivernale touchait à sa fin, un jour de plus vers le printemps. Alors que le faible soleil d'hiver franchissait enfin l'horizon, le véritable travail d'une journée de ferme édouardienne commençait sérieusement. Les corvées du matin étaient terminées, feu allumé, animaux nourris, petit déjeuner pris. Mais ce n'était que le prélude à la grande symphonie du travail hivernal qui remplissait les heures de lumière. L'agriculture ne s'arrêtait pas lorsque la saison de croissance se terminait. À bien des égards, le travail d'hiver était plus exigeant, plus crucial et certainement plus inconfortable que celui de l'été, et il était absolument incessant. Dans cette ferme particulière du Devonshire, les vaches devaient ensuite être traites. Contrairement aux exploitations laitières modernes avec leurs étables chauffées et leurs machines de traite mécanique, la traite édouardienne se faisait à la main 2 fois par jour, quel que soit le temps. Imaginez une petite dépendance en pierre, légèrement réchauffée par la chaleur corporelle d'une demi-douzaine de vaches.
La laitière où le fermier s'assoit sur un petit tabouret, la tête appuyée contre le flanc de la vache, les mains travaillant rythmiquement tandis que la respiration forme des nuages de vapeur dans l'air glacé. Le lait mousse dans des seaux en bois ou en métal, encore tiède de la vache. Cette chaleur est cependant éphémère. Par grand froid, le lait pouvait commencer à geler avant même d'atteindre la ferme. Et je peux vous dire que les mains de la personne qui trayait étaient aussi froides que des blocs de glace une fois la dernière vache terminée. Il y a une raison pour laquelle les Édouardiens avaient ce dicton « main froide, cœur chaud ». Quand vos doigts étaient perpétuellement gelés, il fallait bien croire qu'il y avait un avantage. Le lait était immédiatement filtré à travers de la mousseline pour enlever les impuretés, puis versé dans des plats peu profonds et laissé au repos afin que la crème remonte à la surface. En hiver, ce processus avait lieu dans la partie la plus fraîche de la maison, souvent une laiterie ou un garde-manger dédié avec des sols en pierre et une bonne ventilation. Le froid devenait alors un allié, ralentissant l'aigreur naturelle du lait et donnant plus de temps à la crème pour se séparer. Pendant que le travail laitier se poursuivait, les autres membres de la maisonnée s'occupaient du reste du bétail. Chaque type d'animal présentait ses propres défis hivernaux. Les moutons, en particulier, demandaient une attention spéciale durant l'hiver édouardien. Ce n'étaient pas les simples créatures laineuses que l'on imagine. Dans le Devon, les races locales comme la Devon Close Wall avaient été soigneusement développées pendant des siècles pour prospérer dans les conditions spécifiques de la région. Avec leur toison dense et leur constitution robuste, elles étaient mieux équipées que la plupart pour affronter le froid. Mais même elles avaient besoin d'aide lors des pires intempéries. Le berger allait vérifier le troupeau plusieurs fois par jour, surtout lorsque la neige recouvrait le sol. Les moutons ont une fâcheuse tendance à se retrouver piégés dans des congères. Leur laine se mouille et s'alourdit. Ils s'épuisent à essayer de bouger, sans intervention, meurent simplement sur place. Les fermiers édouardiens avisés accrochaient des cloches au cou de quelques moutons dans chaque troupeau. Lorsque la neige recouvrait les champs, rendant les moutons blancs presque invisibles dans le paysage immaculé, le tintement des cloches aidait à localiser les animaux. Parfois, seules les cloches dépassaient de la neige, une vision inquiétante qui signifiait qu'il fallait creuser d'urgence. Les brebis gestantes recevaient une attention particulière. Beaucoup mettaient bas à la fin de l'hiver, et un enclos d'agnelage était préparé dans la grange avec davantage de paille pour la chaleur. Surveiller les mises bas signifiait de nombreuses nuits sans sommeil pour les fermiers édouardiens, souvent dans des conditions glaciales, avec seulement une lanterne pour lumière et chaleur. Vous pensez être fatigué après être resté éveillé tard à regarder Netflix ? Imaginez être assis sur un tabouret en bois dans une grange non chauffée à 3 heures du matin, surveillant une brebis en difficulté, sachant que votre subsistance dépend littéralement de sa survie et de celle de son agneau. Les porcs avaient leur propre quartier d'hiver, généralement une porcherie en pierre remplie de paille. Les porcs sont en réalité assez ingénieux pour rester au chaud. Ils s'enfouissent profondément dans la litière, créant des nids et dormant entassés pour conserver la chaleur. Un fermier édouardien savait qu'il fallait fournir une alimentation supplémentaire pendant les périodes les plus froides, car les porcs brûlaient plus de calories pour se réchauffer. La plupart des fermes gardaient au moins 1 ou 2 cochons comme sources essentielles de viande. Ils étaient des garde-manger vivants, transformant les restes de cuisine et les déchets de la ferme en protéines précieuses. Un cochon abattu au début de l'hiver fournissait de la viande pendant des mois grâce à des techniques de conservation minutieuses. Parlons justement de ces méthodes de conservation, car elles étaient absolument cruciales pour la survie hivernale. Sans réfrigération, les Édouardiens s'appuyaient sur des techniques ancestrales pour empêcher la viande de se gâter. Le salage était la méthode principale. Immédiatement après l'abattage, la viande était découpée puis disposée en couches avec du sel dans des tonneaux en bois ou des jarres en pierre. Le sel extrayait l'humidité de la viande, créant un environnement hostile aux bactéries. Le porc traité de cette manière devenait ce que nous appelons aujourd'hui du porc salé ou du bacon, selon la découpe et la méthode de salaison. Le fumage était une autre technique de conservation, souvent utilisée en complément du salage. La ferme pouvait posséder un petit fumoir, essentiellement une remise dans laquelle un feu fumant était maintenu sous des morceaux de viande suspendus. Les particules de fumée se déposaient sur la viande, ajoutant de la saveur tout en agissant comme conservateur et répulsif contre les insectes. Lors des journées d'hiver particulièrement froides, le fumoir offrait un avantage inattendu, c'était l'un des endroits les plus chauds de la ferme. Le feu devait être entretenu régulièrement, et cette tâche pouvait être confiée à un enfant plus âgé ou à un grand-parent, qui profitait de la chaleur relative tout en restant utile. Pendant que certains s'occupaient des animaux, d'autres se concentraient sur l'entretien des infrastructures de la ferme.
L'hiver était la saison des réparations, remettre en état les outils, réparer les harnais, colmater les bâtiments. Tous les travaux impossibles à réaliser pendant la saison des cultures étaient entrepris à ce moment-là. La remise à charrette se transformait alors en atelier. Les roues avaient besoin d'être graissées. Les pièces en bois inspectées pour détecter la pourriture. Les éléments métalliques vérifiés contre la rouille. Les outils édouardiens étaient conçus pour durer, mais ils exigeaient un entretien constant. Une charrue négligée pouvait provoquer un désastre à l'arrivée des semailles de printemps. Dans ces ateliers improvisés, on voyait des hommes travailler le bois, le cuir et le métal. Ils n'étaient pas des spécialistes. Les fermiers édouardiens devaient savoir tout faire. Les mêmes mains qui guidaient une charrue ou treillaient une vache pouvaient façonner un nouveau manche pour un outil cassé ou recoudre soigneusement un harnais de cheval déchiré. Et tout cela se faisait sans éclairage électrique ni outils motorisés. Le travail était réalisé à la lumière du jour lorsque c'était possible, complété par des lanternes ou des bougies si nécessaire. Perceuse manuelle, rabot, ciseaux à bois et s'y étaient utilisés avec une habileté remarquable transmise de génération en génération. L'hiver était aussi la saison du plessage des haies, une technique traditionnelle transformant des haies envahissantes en clôtures vivantes. À l'aide d'une serpe, outil courbé à lame tranchante, le haissier entaillait partiellement les tiges d'aubépine, de prunellier et d'autres plantes ligneuses, puis les pliait en billets. Les tiges cicatrisaient dans cette position, créant une barrière dense, infranchissable pour le bétail, à la fois fonctionnelle et esthétique. C'était un travail dangereux et épuisant. La serpe était extrêmement coupante. Le bois, souvent gelé, devenait imprévisible, le temps exécrable. Mais des haies bien entretenues étaient essentielles. Elles maintenaient le bétail, délimitaient les propriétés et offraient un abri contre le vent et la neige, tant pour les animaux que pour les cultures. En parlant de culture, il n'y en avait pas beaucoup qui poussaient durant un hiver édouardien, mais le potager n'était pas totalement en sommeil. Le chou frisé, les choux de Bruxelles et certains légumes racines pouvaient survivre en terre tout l'hiver et être récoltés selon les besoins. Ces légumes d'hiver étaient extrêmement précieux comme source de nourriture fraîche lorsque la majorité des aliments étaient conservés. Pour protéger les cultures hivernales plus fragiles, les jardiniers édouardiens utilisaient diverses techniques. Les châssis froids, sortes de mini-serres fabriquées avec de vieilles fenêtres ou des panneaux de verre, créaient des microclimats où les légumes verts pouvaient survivre. En cas de forte gelée, ils étaient recouverts de vieux sacs, de nattes de paille ou de toute isolation disponible. Pour les légumes racines comme les carottes, panais et navets laissés en terre, une épaisse couche de paille empêchait le sol de geler complètement. Quand la famille avait besoin de légumes pour le dîner, quelqu'un affrontait le froid, écartait le paillage et déterrait ce qu'il fallait. La préparation des aliments à l'intérieur se poursuivait toute la journée. La cuisine chaude était le domaine des femmes et des jeunes filles de la maison, même si les rôles étaient plus souples dans les petites fermes familiales où chacun aidait là où c'était nécessaire. Une grande marmite de soupe ou de ragoût mijotait sur la cuisinière, utilisant les aliments conservés du garde-manger et de la cave à légumes. L'odeur envahissait la maison. Oignons, carottes, navets et peut-être un petit morceau de porc salé pour donner du goût. Des herbes séchées durant l'été, thym, sauge, laurier, apportaient de la profondeur à un régime hivernal autrement monotone. La cuisson du pain était une autre tâche cruciale. La pâte levait lentement dans la cuisine d'hiver, peut être placée près de la cuisinière pour plus de chaleur. Le pétrissage à la main demandait force et savoir-faire, surtout lorsque la farine était grossière, issue de la production locale. La récompense était un pain chaud et croustillant fournissant des calories substantielles au corps fatigué par le travail. À midi, tout le monde se rassemblait pour le repas principal. Les familles de fermiers ne mangeaient pas légèrement à midi et abondamment le soir comme nous le faisons aujourd'hui. Le repas le plus copieux avait lieu au milieu de la journée, fournissant l'énergie nécessaire pour le travail de l'après-midi. Il s'agissait souvent de la soupe ou du ragoût mijoté toute la matinée, accompagné de pain frais. Après la courte pause du repas de midi, le travail reprenait. Les après-midi d'hiver étant courts, il fallait se hâter avant le coucher du soleil pour accomplir les tâches essentielles. Il n'y avait pas d'interrupteur à actionner pour obtenir instantanément lumière et chaleur. Toute tâche nécessitant une bonne visibilité devait être terminée avant la tombée précoce de la nuit. Pour le fermier, cela pouvait signifier vérifier les champs et les fossés de drainage. Les pluies et neiges hivernales pouvaient facilement inonder les terres cultivables si le drainage n'était pas entretenu. Armé d'une pelle, parfois aidé d'un fils ou d'un ouvrier agricole, il dégageait les fossés obstrués et créait des canaux pour évacuer l'eau loin des champs.
Fait étonnant, des historiens ont retrouvé des journaux de fermiers édouardiens montrant qu'ils préféraient travailler par temps glacial plutôt que dans la boue causée par les redoux. Le sol gelé était dur mais praticable. La boue, en revanche, était traîtresse, aspirant les bottes, transformant chaque pas en épreuve d'endurance et les tâches les plus simples en corvées épuisantes. Pendant que les hommes luttaient contre les éléments à l'extérieur, la ferme restait en pleine effervescence. L'hiver était la saison des travaux textiles, filer la laine, tisser, tricoter, coudre. Ce n'étaient pas des loisirs, mais des compétences essentielles fournissant vêtements, couvertures et autres nécessités. Dans une ferme édouardienne, on pouvait voir une mère apprendre à sa fille à tricoter de grosses chaussettes en laine, absolument indispensables lorsque les bottes en cuir constituaient la seule chaussure disponible. Le cliquetis des aiguilles offrait un contrepoint rythmique au vent hurlant dehors. Et la laine elle-même provenait souvent des moutons de la ferme, traitée à la main par lavage, cardage et filage. Même le raccommodage prenait une importance vitale en hiver. Une veste déchirée ou un trou dans une chaussette n'était pas qu'un simple désagrément. Cela pouvait faire la différence entre le confort et les engelures. Le reprisage, le rapiessage et le renforcement étaient donc réalisés avec un soin extrême. Rien n'était jeté. Les vêtements étaient transmis, transformés et réparés jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien de l'habit d'origine. À mesure que l'après-midi avançait, l'attention se portait sur la préparation de la soirée et de la nuit. Il fallait rentrer davantage de bois ou de charbon et les empiler près de la cuisinière. Les lampes à huile devaient être remplies, les mèches taillées. Les bougies, souvent fabriquées à la ferme à partir de suif animal, étaient préparées. Le passage de la lumière du jour à l'éclairage artificiel était un moment important. Les activités nécessitant une bonne vision, couture fine, lecture, travaux minutieux étaient généralement effectués à la lumière du jour. Les tâches du soir étaient choisies pour leur simplicité, celles qui pouvaient être faites au toucher ou sous une lumière faible. Avec l'approche du coucher du soleil, venait l'heure de la dernière inspection du bétail. Les animaux avaient besoin d'eau fraîche, brisant à nouveau la glace si nécessaire, de nourriture supplémentaire et d'un examen attentif pour détecter tout signe de problème. Les vaches nécessitaient leur deuxième traite de la journée. Les poules étaient comptées et enfermées dans leur poulailler pour les protéger des renards et autres prédateurs. Les soirées d'hiver arrivaient tôt et semblaient interminables. En décembre et janvier, dès 4 ou 5 heures de l'après-midi, l'obscurité était totale, mais le coucher ne venait souvent pas avant 9 ou 10 heures. Ces heures du soir étaient remplies de tâches intérieures, éclairées par la lueur chaleureuse du feu, des lampes à huile et des bougies. La lumière limitée créait des îlots d'illumination entourés d'ombres profondes. Les membres de la famille se rassemblaient près des sources de lumière, leurs visages à moitié éclairés, donnant à la scène une qualité presque théâtrale. Le feu de la cuisinière pouvait être légèrement étouffé afin d'économiser le combustible tout en continuant à fournir de la chaleur, projetant une lumière vacillante dans la cuisine. Pour les enfants, c'était souvent le moment des leçons. La période édouardienne connut une forte augmentation de l'alphabétisation rurale, la plupart des enfants de fermiers fréquentant les écoles locales. Le soir, ils pouvaient s'exercer à lire à voix haute à la lumière de la lampe ou faire des calculs à l'aide d'ardoises et de craies. Les adultes utilisaient ces heures pour des travaux manuels légers. Les femmes tricotaient ou raccommodaient autant au toucher qu'à la vue, leurs doigts connaissant si bien les gestes qu'elles avaient à peine besoin de regarder. Les hommes travaillaient sur de petits projets de menuiserie, taillaient des manches d'outils ou réparaient de petits objets. Les conversations étaient plus libres le soir que durant les heures chargées de la journée. Les nouvelles familiales étaient partagées, les plans pour les jours à venir discutés, les histoires racontées et répétées. À une époque sans radio ni télévision, les gens se divertissaient eux-mêmes et les uns les autres. La météo était toujours un sujet central de conversation. Prévoir le temps du lendemain n'était pas un simple bavardage, mais une information cruciale déterminant les travaux possibles et les précautions à prendre. Les fermiers édouardiens étaient d'excellents observateurs des signes naturels, formation nuageuse, comportement des animaux, sensation de l'air annonçant un changement de temps. Ciel rouge le soir, espoir du berger. Ciel rouge le matin, avertissement du berger. Cette vieille rime a une réelle validité météorologique, et les fermiers édouardiens vivaient selon ce savoir traditionnel. Ils complétaient ces observations par des baromètres, des instruments en verre mesurant la pression de l'air et aidant à prévoir les tempêtes. Le baromètre familial était consulté avec rigueur, ses indications discutées à la lumière de générations d'expérience. Au fil de la soirée, les préparatifs pour le lendemain commencent. La pâte à pain pouvait être mélangée et laissée à lever lentement toute la nuit. Les vêtements étaient disposés près du feu pour être réchauffés le matin.
Les enfants effectuaient les dernières vérifications. Portes bien fermées, fenêtres solidement closes, bétail précieux enfermé en sécurité dans les abris. La traite du soir produisait du lait frais. Une partie était réservée pour le petit déjeuner, une autre transformée immédiatement, parfois en beurre à l'aide d'une petite baratte manuelle. En hiver, le barattage était plus facile qu'en été, car les températures fraîches facilitaient la séparation et la solidification des graisses. Le beurre frais, jaune pâle en hiver lorsque les vaches mangeaient du foin plutôt que de l'herbe verte, était moulé dans des formes en bois sculpté de motifs décoratifs, puis stocké dans un garde-manger frais ou même à l'extérieur si le froid le permettait. L'eau pour le matin était rentrée et placée près de la cuisinière, évitant de perdre un temps précieux à l'aube et d'avoir à briser la glace du puits. Une famille édouardienne pensait constamment à ce type d'efficacité. Chaque petite tâche faisait partie d'un vaste système de survie. À présent, l'épuisement se fait sentir. Le travail physique d'une journée d'hiver édouardienne exigeait une énergie immense. Des études modernes estiment qu'un ouvrier agricole brûlait entre 4000 et 5000 calories par jour, l'équivalent de courir un marathon quotidiennement. Les familles agricoles ne vivaient cependant pas dans l'isolement. Même en hiver, les liens communautaires étaient maintenus. Un voisin pouvait passer donner des nouvelles, parfois rester pour une tasse de thé avant de repartir dans le froid. Ces visites n'étaient pas seulement sociales, elles constituaient un filet de sécurité essentiel. Si quelqu'un n'avait pas été vu depuis plusieurs jours par mauvais temps, les voisins se rendaient volontairement chez lui pour s'assurer que tout allait bien. Avant l'existence du téléphone, ces visites physiques étaient le seul moyen de vérifier la sécurité de chacun. Bien des personnes âgées ou familles en difficulté furent ainsi sauvées. Les églises servaient de centres communautaires même au cœur de l'hiver. Les offices du dimanche étaient rarement annulés, quelles que soient les conditions météorologiques. Les familles s'emmitouflaient dans leurs vêtements les plus chauds et se rendaient à l'église du village, parfois après plusieurs kilomètres dans la neige. L'église elle-même était peu chauffée, souvent seulement par un petit poêle à charbon, mais la réunion collective apportait une chaleur spirituelle et sociale. À mesure que la nuit s'épaissit, la famille édouardienne se prépare à dormir. Le feu est soigneusement recouvert de cendres pour qu'il couve toute la nuit sans consommer trop de combustible. C'était un geste délicat, trop étouffé et le feu s'éteignait, trop peu et le combustible était gaspillé. Les lampes à huile sont éteintes une à une, laissant parfois une seule bougie pour éclairer l'escalier. L'obscurité s'installe, rompue seulement par la faible lueur rouge du feu et la lumière lunaire traversant les fenêtres givrées. La dernière personne levée, généralement le fermier, effectue une dernière ronde. Porte sécurisée, feu sans danger, eau prête pour le matin. Ces gestes faisaient partie d'un rituel ancestral assurant la sécurité du foyer. Enfin, il faut affronter à nouveau la chambre froide. Personne ne s'attardait à se déshabiller dans une chambre édouardienne non chauffée. Les vêtements de nuit, souvent de longues chemises de flanelle, étaient rapidement enfilés. Des chauffe-lits, des bouillottes ou des bacs métalliques remplis de braise avaient été placés sous les couvertures pour chasser le pire du froid. Puis on se glissait sous les lourdes couvertures, parfois à plusieurs pour partager la chaleur. Dans de nombreuses fermes, les enfants dormaient ensemble non seulement par manque d'espace, mais pour survivre au froid grâce à leur chaleur corporelle combinée. La maison craque et se stabilise dans l'air glacé de la nuit. Dehors, la neige peut tomber, rendant le paysage aussi beau que dangereux. À l'intérieur, enveloppée de laine et d'épuisement, la famille dort, reprenant des forces pour le combat identique du lendemain contre l'hiver, le froid et la faim. Leur sommeil n'était pas l'interruption continue de 8 heures que nous considérons idéale aujourd'hui. Beaucoup se réveillaient au cœur de la nuit, lorsque la température chutait le plus, souvent vers 3 heures du matin. Ils ajoutaient des couvertures, se rapprochaient, ou enduraient simplement jusqu'à l'aube, lorsque le feu pouvait être rallumé et que la vie recommençait. Si le travail extérieur exigeait une endurance immense, le monde intérieur de la ferme avait ses propres rythmes, défis et ingéniosité. À mesure que l'après-midi se termine et que les travailleurs reviennent des champs et des étables, la ferme devient le centre de la vie hivernale. Entrons dans une ferme édouardienne typique de l'époque, non pas les grands domaines aristocratiques, mais les maisons agricoles fonctionnelles où vivait la majorité des ruraux. Elles n'étaient ni pittoresques ni idéales, mais solides et pratiques, conçues pour l'efficacité plutôt que l'esthétique. Ce qui frappe d'abord, c'est l'agencement. Contrairement aux maisons modernes ouvertes, les fermes édouardiennes étaient compartimentées en espaces distincts, chacun ayant une fonction précise. Ce n'était pas une simple tradition, mais une brillante stratégie de survie hivernale. Les petites pièces étaient plus faciles à chauffer. Les portes pouvaient être fermées pour créer des poches de chaleur là où elles étaient le plus nécessaires.
Le cœur de la maison était sans aucun doute la cuisine. Souvent la plus grande pièce, elle servait à la fois de lieu de cuisson, de repas, de travail et de vie sociale. La grande cuisinière dominait un mur, vorace en charbon ou en bois, mais offrant en retour une chaleur constante et une capacité de cuisson fiable. La répartition de la chaleur dans la maison était très inégale. Près de la cuisinière, la température pouvait devenir presque étouffante, tandis qu'à quelques mètres seulement, le froid se faisait sentir. Les coins les plus éloignés étaient glaciales. Les chambres à l'étage étaient pratiquement des chambres froides, sauf pendant le court moment où l'on y dormait. Cette variation thermique dictait l'usage des espaces. Par grand froid, la vie familiale se concentrait dans les pièces les plus chaudes. Des lits pouvaient même être descendus pour les personnes âgées ou les jeunes enfants. L'arrière-cuisine, le garde-manger et le salon formel, s'il existait, restaient non chauffés sauf en cas de nécessité. Regardez vers le haut, et vous remarquerez que les plafonds sont étonnamment bas selon nos standards modernes. Ce n'était pas un défaut de conception, mais un choix délibéré. Des plafonds plus bas signifiaient moins d'espace à chauffer et une meilleure rétention de la chaleur. Certaines fermes installaient même de faux plafonds dans les pièces les plus utilisées, créant une poche d'air isolante entre les étages. Les fenêtres constituaient un autre élément clé. Le verre était coûteux et à simple vitrage, offrant une isolation minimale. Lors des vagues de froid intense, les familles collaient parfois des bandes de papier sur les fissures autour des cadres de fenêtres ou bourraient des chiffons dans les interstices pour empêcher les courants d'air. De lourds rideaux étaient tirés non seulement la nuit, mais aussi toute la journée dans les pièces inutilisées afin de créer une barrière supplémentaire contre la perte de chaleur. Les sols sous vos pieds étaient le plus souvent en pierre dans la cuisine et l'arrière-cuisine, parfois en bois dans les autres pièces. À l'étage, les planchers étaient en bois, souvent avec des espaces importants entre les lames. Les tapis et carpettes n'étaient pas simplement décoratifs, ils constituaient une isolation essentielle. De nombreuses familles fabriquaient leurs propres tapis en chiffon à partir de vêtements usés, créant des revêtements de sol étonnamment beaux et pratiques. Le mobilier reflétait les priorités de l'époque, des pièces solides et fonctionnelles, conçues pour durer des générations. Les chaises et bancs en bois pouvaient être rapprochés du feu selon les besoins. Les tables servaient autant de surface de travail que de lieux pour les repas. Le rangement était intégré dans chaque espace possible. Placards, buffets et coffres contenaient les biens de la famille ainsi que les provisions d'hiver. Près de la cuisinière, on trouvait toute une série d'ustensiles spécialisés, marmites et poêles en fonte, pots en terre cuite, bouilloires en cuivre. Chacun avait un usage précis. Il ne s'agissait pas de services assortis achetés d'un seul coup, mais de collections constituées au fil des années, souvent héritées des générations précédentes. Une marmite en fonte bien utilisée pouvait servir la famille pendant des décennies, devenant parfaitement culottée et anti-adhésive bien avant l'invention du téflon. Le stockage des aliments était une préoccupation constante. Le garde-manger, une pièce fraîche dédiée à la conservation, était rempli de denrées préservées. Des étagères alignées de bocaux en verre contenant des légumes marinés, des fruits conservés et des confitures, des pots de viande salée ou d'œufs au vinaigre, des sacs de farine, de sucre et de haricots secs, ainsi que des légumes racines stockés dans des caisses en bois remplies de sable pour éviter la germination et la pourriture. Certaines grandes fermes possédaient des pièces dédiées à l'affinage des fromages, où les meules vieillissaient lentement tout l'hiver. Le fromage était particulièrement précieux durant les mois froids, riche en calories, en protéines et en matières grasses, et se conservait bien sans réfrigération. L'eau représentait un autre défi. Si certaines fermes chanceuses disposaient d'une pompe dans la cuisine, beaucoup de foyers ruraux dépendaient encore de puits ou de sources extérieures. Cela impliquait plusieurs allers-retours quotidiens à l'extérieur avec de lourds seaux, une tâche particulièrement pénible par temps glacial. L'eau était utilisée et réutilisée avec soin. L'eau de lavage servait ensuite à récurer les sols. Le dernier rinçage pouvait arroser les plantes d'intérieur ou être ajouté à la nourriture des animaux. Cette contrainte influençait tout, de la cuisine à l'hygiène personnelle. Les bains complets étaient rares en hiver, peut-être une fois par semaine au maximum. À la place, on faisait une toilette sommaire, lavant les zones essentielles avec de petites quantités d'eau chauffée sur la cuisinière. Même les propriétaires aisés pouvaient passer des mois sans s'immerger complètement pendant les périodes les plus froides. La lessive devait elle aussi s'adapter aux conditions hivernales. Laver les vêtements était extrêmement pénible sans machine moderne. L'eau devait être transportée et chauffée dans de grandes cuves en cuivre. Les vêtements étaient frottés à la main sur des planches à laver, essorés, rincés, essorés de nouveau, puis séchés tant bien que mal dans l'air humide de l'hiver. En été, le linge était étendu dehors, mais l'hiver imposait d'autres solutions.
Certains vêtements étaient suspendus sur des étendoirs près de la cuisinière. D'autres étaient accrochés dans les greniers, où ils séchaient par congélation. Ils gelaient complètement, puis séchaient lentement lorsque l'humidité se sublimait directement de la glace à la vapeur. Cette méthode fonctionnait étonnamment bien pour certains textiles, même si elle pouvait prendre plusieurs jours. Pour une famille agricole, le système de classe édouardien influençait encore la vie quotidienne, bien que de manière moins rigide qu'en milieu urbain. Une ferme prospère pouvait employer plusieurs ouvriers, des travailleurs agricoles pour les champs, peut-être une laitière, et parfois une jeune fille pour aider aux tâches domestiques. Ce n'étaient pas des domestiques au sens formel des grandes demeures, mais ils occupaient néanmoins une position sociale inférieure à celle du propriétaire et de sa famille. L'hiver modifiait quelque peu ces dynamiques. Avec moins de travail au champ, les ouvriers pouvaient être licenciés jusqu'au printemps, surtout dans les petites exploitations. Seuls les travailleurs essentiels étaient conservés, ceux nécessaires aux soins du bétail et à l'entretien critique. Cela créait une situation précaire pour de nombreux travailleurs agricoles, qui peinaient à subvenir aux besoins de leur famille durant les mois d'hiver avec peu ou pas de revenus. Pour ceux qui restaient employés, les conditions de logement variaient. Certains vivaient dans la ferme elle-même, dans des chambres sous les combles ou des annexes. D'autres occupaient des cottages sur la propriété. Quelques-uns faisaient le trajet à pied ou à vélo depuis les villages voisins, quel que soit le temps. La famille propriétaire, généralement le fermier, son épouse, leurs enfants et parfois des parents âgés, occupaient les espaces principaux de la maison. Le savoir transmis de génération en génération était un élément clé de la survie hivernale. Une grand-mère ne pouvait peut-être plus transporter l'eau, mais elle savait exactement comment conserver la viande ou prévoir le temps à partir des douleurs articulaires et des formations nuageuses. Les enfants avaient eux aussi leur rôle. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, ils recevaient des tâches adaptées à leurs capacités. Les plus jeunes remplissaient la caisse de petits bois ou nourrissaient les poules. Les plus âgés participaient à des tâches plus complexes comme le barattage du beurre, l'aide à la cuisine ou les soins aux animaux. L'enfance rurale édouardienne n'était pas centrée sur le jeu protégé tel que nous l'imaginons aujourd'hui. Les enfants devaient contribuer à la survie familiale dès qu'ils en étaient capables. L'éducation s'organisait autour de ces responsabilités. L'école du village était fréquentée quand c'était possible, mais les absences étaient fréquentes lorsque le travail agricole exigeait toutes les mains. Les soirées d'hiver étaient le principal moment d'apprentissage formel. À la lumière de la lampe, les parents aidaient les enfants à pratiquer la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Les livres étaient des biens précieux, soigneusement conservés et relus maintes fois. Dans les foyers les plus simples, la Bible familiale pouvait être le seul livre, servant à la fois d'instruction religieuse et d'outil de lecture. La période édouardienne connut une augmentation de l'alphabétisation, même en zone rurale, notamment grâce à la loi sur l'éducation de 1902 qui instaura une scolarisation plus cohérente. Malgré cela, l'éducation des enfants de fermiers restait souvent interrompue et très pragmatique. Ils apprenaient ce qui était nécessaire pour survivre et perpétuer l'exploitation familiale, les compétences supplémentaires étant considérées comme des luxes. En parlant de luxe, évoquons l'alimentation hivernale. La cuisine édouardienne produisait des repas copieux et pratiques, destinés à soutenir les travailleurs durant les journées froides de labeur physique, tandis que les plus riches pouvaient se permettre des aliments exotiques importés, même en hiver. Les régimes ruraux dépendaient largement de ce qui pouvait être produit et conservé localement. Le petit déjeuner consistait souvent en du porridge à base d'avoine locale, servi avec du lait de la ferme et parfois sucré avec un peu de sucre ou de miel, denrée précieuse. Le pain fait maison, accompagné de beurre ou de graisse figée récupérée de la cuisson de la viande, apportait des calories supplémentaires. Le repas de midi, pris lorsque les travailleurs rentraient des tâches matinales, était généralement le plus copieux de la journée. Une soupe ou un ragoût épais en constituait le cœur, contenant des légumes racines, des haricots secs et de petites quantités de viande conservée pour donner du goût. L'énorme marmite en fonte mijotait sur la cuisinière toute la matinée, développant des saveurs profondes à partir d'ingrédients simples. Les repas du soir étaient plus légers, souvent du pain et du fromage ou les restes de la soupe de midi. Ce rythme répondait à des considérations pratiques et digestives. La majeure partie de la cuisine se faisait à la lumière du jour, et l'on savait déjà qu'un repas lourd avant le coucher perturbait le sommeil. Le thé était consommé tout au long de la journée, fort, chaud et sucré lorsque le sucre était disponible. Il apportait chaleur, caféine et réconfort psychologique pendant les jours les plus sombres. La bouilloire restait prête sur le foyer, capable de fournir rapidement une nouvelle théière.
Les techniques de conservation des aliments avaient été perfectionnées sur plusieurs générations afin d'extraire un maximum de nutrition et de saveur de ressources limitées. Rien de comestible n'était gaspillé. Le pain rassis devenait pudding. Les restes de viande parfumaient les soupes. Les fruits trop abîmés pour être mangés étaient transformés en confiture. La graisse découpée de la viande était fondue pour produire du saindoux destiné à la cuisson ou du suif pour la fabrication de bougies. Ces méthodes de conservation n'étaient pas seulement pratiquement nécessaires. Elles créaient les saveurs distinctives de la cuisine des fermes édouardiennes. La fumée du bacon salé dans le fumoir de la ferme. L'acidité des oignons marinés maison. L'umami profond des fromages bien affinés. Ce n'étaient pas des alternatives de moindre qualité aux aliments frais, mais des traditions culinaires avec leur propre intégrité et attrait. Les occasions spéciales nécessitaient des aliments spéciaux. Même en hiver, Noël pouvait voir un noix ou une dinde sur la table, ou peut-être un rôti de bœuf pour les fermes plus prospères. Les fruits d'été conservés seraient transformés en tartes et pudding. Ces célébrations étaient soigneusement planifiées avec des ingrédients mis de côté pendant les périodes plus abondantes. Les femmes du foyer étaient généralement responsables de la préparation des repas, bien que les hommes puissent intervenir pour certaines tâches comme l'abattage ou le brassage. Cette division n'était pas absolue dans les fermes de travail, où la praticité primait souvent sur la convention, mais la cuisine était largement considérée comme le domaine de la femme. Les préoccupations sanitaires étaient toujours présentes pendant les mois d'hiver. Sans médecine moderne, même de petites maladies pouvaient devenir graves. L'humidité et le froid d'un hiver dans le devon provoquaient des infections respiratoires, des engelures dues à une mauvaise circulation et divers maux et douleurs. L'armoire à pharmacie de la ferme contenait un mélange de remèdes commerciaux et de préparations traditionnelles, des bouteilles de médicaments brevetés partageaient l'espace avec des herbes cultivées et séchées dans le jardin, de l'huile camphrée pour la congestion thoracique, de l'amamélis pour les ecchymoses, de la menthe poivrée pour les troubles digestifs. Ces remèdes avaient des efficacités variables, mais représentaient les meilleures options disponibles. Les maladies graves posaient des décisions difficiles. Les médecins étaient coûteux et souvent éloignés. Une famille de ferme pouvait hésiter à demander de l'aide médicale sauf en cas d'urgence extrême. À la place, elle comptait sur le savoir communautaire avec des femmes locales expérimentées, souvent servant de prestataires de soins de facto pour tout, de l'accouchement à la pose d'os cassés. L'hiver était particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les très jeunes. L'hypothermie, la pneumonie et la grippe faisaient de nombreuses victimes chaque année. Les familles de fermes édouardiennes connaissaient la mortalité de manière intime, comme les gens modernes le connaissent rarement. La mort n'était pas cachée dans les hôpitaux, mais vécue directement à la maison. Cette réalité influençait les habitudes hivernales. Les personnes âgées recevaient les places de sommeil les plus chaudes. Les enfants restaient actifs pour maintenir la circulation. Tout le monde surveillait les autres pour détecter des signes de maladie. Cette vigilance était cruciale à une époque précédant les antibiotiques et les interventions médicales modernes. Malgré ces difficultés, ou peut-être à cause d'elles, les foyers de ferme édouardiens favorisaient une résilience et une ingéniosité remarquables. Chaque problème avait plusieurs solutions potentielles, impliquant souvent une réutilisation créative des matériaux disponibles. Pour les pieds froids, des journaux pouvaient être froissés et fourrés dans les bottes pour l'isolation. Un fer plat chauffé sur le poêle, enveloppé de flanelle et placé au pied du lit, fournissait des heures de chaleur. Des briques chaudes servaient au même objectif. Certaines familles chauffaient même des sacs de pois ou de haricots secs, qui conservaient étonnamment bien la chaleur. L'obscurité arrivait tôt en hiver, et l'éclairage était à la fois coûteux et dangereux. Les bougies et lampes à huile étaient utilisées avec parcimonie, et les activités étaient planifiées autour de la lumière disponible. Les travaux nécessitant une bonne vision se faisaient près des fenêtres pendant les heures de jour. Les tâches du soir pouvaient être réalisées au toucher ou à la lumière faible. Le tricot, par exemple, pouvait être fait principalement au toucher une fois le motif de base établi. Le rythme des journées hivernales était largement dicté par la lumière et la température. Se levant à l'aube, la famille ravivait immédiatement le feu gardé de la nuit précédente. À mesure que la maison se réchauffait lentement, le petit déjeuner était préparé et consommé. Les tâches du matin, à l'intérieur et à l'extérieur, étaient accomplies tant que la lumière du jour le permettait. À midi, le repas principal est peut-être un bref repos, surtout pour les membres plus âgés de la famille. Le travail de l'après-midi se poursuivait jusqu'au crépuscule, qui arrivait terriblement tôt en décembre et janvier. Les activités du soir étaient choisies pour leur praticité sous la lumière artificielle, la préparation des repas pour le lendemain.
Peut-être un peu de lecture à voix haute ou de musique si la famille le souhaitait. Le coucher venait plutôt en hiver qu'en été, bien que pas aussitôt qu'on pourrait s'y attendre. 9 ou 10 heures étaient typiques, avec tout le monde se retirant dans des chambres froides, réchauffées seulement par les sources de chaleur pouvant rester en sécurité pendant la nuit, bouillotte, pierres chauffées enveloppées de tissu, ou peut-être le luxe d'une cheminée de chambre dans les foyers plus prospères. Le sommeil lui-même était différent à l'époque édouardienne comparé aux 8 heures continues que nous considérons idéales aujourd'hui. Beaucoup pratiquaient le sommeil segmenté, dormant plusieurs heures, se réveillant 1 heure environ au milieu de la nuit, puis retournant dormir jusqu'à l'aube. Cette période d'éveil pouvait être utilisée pour la contemplation tranquille, l'intimité entre couples, ou de petites tâches réalisables dans l'obscurité ou à la lumière du feu. Ce rythme de sommeil correspondait à l'extrême longueur des nuits hivernales dans les latitudes nordiques. Dans le Devon en décembre, l'obscurité pouvait durer 16 heures ou plus. Aucune société, aussi dévouée à la productivité soit-elle, ne pouvait dormir tout ce temps. Les Édouardiens s'adaptaient donc à ces périodes d'éveil nocturne, considérées comme tout à fait normales. Les longues soirées d'hiver offraient également des occasions rares de liens familiaux, le travail extérieur étant limité par l'obscurité. Les membres du foyer se rassemblaient autour de la chaleur du poêle de cuisine. C'était le moment où l'on racontait des histoires, enseignait des compétences, faisait des projets, les enfants apprenaient l'histoire familiale, le savoir pratique et les leçons morales lors de ces conversations au coin du feu. La musique était un autre passe-temps courant du soir. Même les modestes fermes pouvaient posséder un piano, un harmonium, ou des instruments plus simples comme des harmonas ou des flûtes à bec. Le chant en famille était répandu avec des chansons traditionnelles transmises de génération en génération. Ce n'étaient pas des performances professionnelles, mais des événements participatifs où tout le monde contribuait. La lecture à voix haute était populaire dans les foyers alphabétisés. La période édouardienne voyait la disponibilité croissante de livres et périodiques, bien qu'ils restent relativement chers. Un seul journal ou magazine pouvait être lu par toute la famille, discuté longuement, puis réutilisé pour tout, du démarrage du feu à la création de motifs ou à l'hygiène personnelle. Les jeux offraient un divertissement sans nécessiter beaucoup de lumière ou d'espace. Jeux de cartes, dominos et jeux de société simples occupaient les soirées d'hiver. Les échecs et les dames étaient populaires parmi ceux qui connaissaient les règles. Les enfants jouaient avec des jouets faits maison, des poupées remplies de paille, des animaux en bois sculptés par les pères ou grands-pères, des balles faites de chiffons serrés et cousus. L'hiver était également le moment où l'on réparait et améliorait vêtements et objets domestiques. La réparation était constante. Chaussettes reprisées, chemises raccommodées, couvertures réparées. Mais au-delà de la simple maintenance, les soirées d'hiver permettaient la création. Les femmes pouvaient tricoter de nouveaux vêtements, broder des têtes d'oreiller ou assembler des patchworks à partir de chutes de tissu. Les hommes pouvaient sculpter des manches d'outils, réparer des harnais ou fabriquer de petits objets en bois. Ce n'étaient pas seulement des activités pratiques, mais des expressions de créativité et d'identité. Une nappe brodée à la main ou un moule à beurre finement sculpté représentaient à la fois utilité et article. Les familles de fermiers étaient fiers de ces créations, qui devenaient souvent des possessions précieuses transmises de génération en génération. Le monde social se contractait en hiver, mais ne disparaissait pas totalement. Les voisins restaient importants, surtout en cas d'urgence. Si un fermier tombait malade, les voisins intervenaient pour soigner son bétail. Si un toit s'effondrait sous la neige, la communauté se rassemblait pour le réparer. Cette entraide n'était pas seulement de la gentillesse, mais une reconnaissance de la vulnérabilité partagée. La prochaine fois, ce pourrait être votre ferme qui ait besoin d'aide. Les églises restaient centrales dans les communautés rurales, avec des services poursuivis quel que soit le temps. Les familles se couvraient chaudement et parcouraient des kilomètres dans la neige pour assister au culte du dimanche. Au-delà de la signification religieuse, l'Église fournissait des liens sociaux essentiels pendant les mois d'hiver isolés. Les nouvelles étaient partagées, des mariages planifiés, des affaires menées sur les marches de l'Église après les offices. D'autres rassemblements communautaires s'adaptaient aux conditions hivernales. Les marchés se déplaçaient à l'intérieur lorsque cela était possible. Les colporteurs continuaient leur tournée, apportant des nouvelles ainsi que des marchandises à vendre. Des danses occasionnelles ou des événements sociaux pouvaient se tenir dans la salle du village, offrant de rares occasions aux jeunes de rencontrer de potentiels conjoints hors de leur cercle immédiat. Le courrier devenait particulièrement important pendant l'isolement hivernal. Les lettres des membres de la famille éloignée étaient lues à plusieurs reprises et partagées avec le foyer. Les catalogues des magasins de ville étaient scrutés avec soin et des commandes précieuses étaient parfois passées pour des articles non disponibles localement.
Les colis qui arrivaient pouvaient contenir non seulement des marchandises achetées, mais aussi des cadeaux ou des ressources partagées venant de la famille ailleurs. L'hiver apportait sa propre beauté, malgré les difficultés. Les motifs de gel sur les fenêtres ressemblaient à une dentelle complexe. La neige transformait les paysages familiers en quelque chose de magique. La qualité de la lumière, surtout réfléchie sur la neige, créait de brefs moments d'une beauté extraordinaire. Les familles de fermiers, attentives au cycle et aux changements naturels, remarquaient et appréciaient ces aspects tout en affrontant les défis pratiques que présentait l'hiver. À mesure que l'après-midi s'efface vers le soir, la ferme se prépare pour une nouvelle nuit. Les lampes sont remplies d'huile précieuse, leur cheminée en verre nettoyé pour un maximum de lumière. Le feu est alimenté pour durer pendant la préparation du dîner. Dehors, les dernières vérifications du bétail sont effectuées avant que l'obscurité ne rende ces tâches difficiles et dangereuses. Les courtes journées d'hiver créaient une proximité particulière dans les familles de fermiers édouardiens. Rassemblés dans les espaces chauds limités, travaillant ensemble pour survivre, ils développaient une interdépendance difficile à imaginer pour les gens modernes. L'hiver n'était pas seulement enduré, mais activement géré grâce à l'effort collectif et à la sagesse accumulée. À mesure que le soleil se couche à l'horizon, la journée à la ferme bascule vers les routines du soir. La transition de la lumière du jour à la lumière des lampes, de l'extérieur à l'intérieur, marque une petite victoire supplémentaire dans la longue lutte contre les défis de l'hiver. Un jour de plus navigué avec succès. Un jour de plus vers la promesse lointaine du printemps. Alors que la soirée s'installe sur la ferme édouardienne, le rythme de la vie change à nouveau. La dernière lumière disparaît du ciel, transformant les fenêtres en miroirs noirs qui reflètent la lueur dorée des lampes et du feu à l'intérieur. Maintenant vient ce que beaucoup considèrent comme le moment le plus paisible de la journée d'hiver. Lorsque le travail ralentit, lorsque les familles se rassemblent, lorsque le froid mordant à l'extérieur rend la chaleur modeste à l'intérieur d'autant plus précieuse. La transition du jour au soir suit un schéma doux et prévisible. D'abord, les travailleurs de l'extérieur rentrent, frappant la neige de leurs bottes, déroulant des écharpes raides de gel, les mains rouges et endolories après des heures passées au froid. Les lourds vêtements d'extérieur sont soigneusement accrochés près du poêle de la cuisine pour sécher pour le lendemain. Les bottes sont placées à l'envers sur des crochets ou des étagères conçues spécialement à cet effet, permettant aux intérieurs de sécher complètement pendant la nuit. Ce moment, le retour à la chaleur relative et à l'abri de la ferme, a une signification physique et émotionnelle. Les dangers de l'obscurité hivernale sont temporairement contenus. La famille est de nouveau complète, tout le monde est compté et en sécurité. Il y a un soupir collectif, une subtile détente de la vigilance maintenue toute la journée. Les repas du soir dans les maisons de ferme édouardiennes étaient généralement simples, surtout comparés aux copieux dîners de midi. Le poêle de la cuisine avait été entretenu tout au long de l'après-midi, de sorte que la maison était maintenant à son point le plus chaud. Un moment parfait pour se rassembler autour de la table. Un repas d'hiver typique pouvait consister en pain et fromage, peut-être avec des légumes marinés ou les restes de soupe de midi réchauffée. Peut-être de la viande froide du rôti du dimanche soigneusement portionnée pour durer plusieurs jours. Le thé était préparé frais, fort, sucré et réchauffant. La table à manger dans une ferme de travail n'était que rarement mise en place de manière formelle comme on pourrait l'imaginer dans les drames historiques. C'était plutôt un meuble pratique et robuste servant à de nombreuses fins tout au long de la journée. Surface de travail, bureau, planche à repasser, et enfin table à manger. Les repas étaient servis à la manière familiale, avec les plats placés au centre pour que chacun se serve. La vaisselle reflétait le caractère pratique de la vie à la ferme. Assiettes et bols en céramique lourds conçus pour retenir la chaleur, couverts en acier avec manches en bois ou en os, mugs et tasses de taille et origines variées. Certains transmis de génération en génération, d'autres acquis sur les marchés ou en cadeau. Contrairement aux foyers aisés avec des ensembles assortis, la vaisselle de la ferme racontait une histoire d'accumulation au fil du temps. Les familles de fermiers édouardiens ne faisaient pas de cérémonie pour les repas quotidiens, mais respectaient certaines coutumes sociales. Le père s'asseyait généralement à la tête de la table, servant la viande si elle était disponible. La prière pouvait être dite avant de manger, quelle que soit la simplicité du repas. Les enfants devaient attendre que les adultes soient servis avant de commencer et rester à table jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. La conversation pendant le repas du soir avait son propre caractère, moins pressée que le petit déjeuner, moins centrée sur le travail que le dîner de midi. C'était le moment où l'on partageait des nouvelles de la famille, où les enfants parlaient de leur journée d'école, où les projets pour le lendemain pouvaient être discutés de manière détendue. La qualité de la lumière,
plus douce et plus chaude des lampes et bougies plutôt que de la lumière du jour, semblaient encourager cette communication plus réfléchie. Après le repas, la cuisine était remise en ordre. La vaisselle était lavée dans de l'eau chauffée sur le poêle, séchée et rangée. Les restes étaient soigneusement conservés. Les miettes pouvaient être recueillies pour les poules ou ajoutées à la pâte à pain future. Rien n'était gaspillé. Ce nettoyage était souvent une tâche partagée, avec les enfants aidant selon leur âge et leur capacité. Avec le dîner terminé et la cuisine propre, les activités du soir pouvaient commencer. Celles-ci variaient selon les circonstances, les préférences de la famille et les exigences particulières de la saison, mais certains schémas étaient communs dans les foyers ruraux édouardiens. La préparation pour le lendemain était une priorité. La pâte à pain pouvait être mélangée et laissée à lever lentement pendant la nuit, prête pour la cuisson matinale. Les vêtements étaient préparés pour le matin, peut-être réchauffés par le feu avant d'être emportés dans les chambres froides. Toute tâche spéciale pour le lendemain, un voyage au marché ou un abattage planifié, nécessitait des préparatifs spécifiques. Une fois ces préoccupations pratiques traitées, la famille pouvait se tourner vers les tâches d'entretien adaptées à la lumière des lampes du soir. C'était le moment où l'on réparait les vêtements, reprisait des chaussettes, raccommodait des vêtements, réparait des harnais ou des outils. Le cercle doré de lumière d'une lampe à huile créait un espace de travail naturel, avec les membres de la famille rassemblés pour partager l'éclairage. La lampe elle-même nécessitait une attention régulière. La cheminée en verre devait être nettoyée pour enlever la suie qui obscurcissait la lumière. La mèche devait être taillée pour éviter de fumer. Le réservoir d'huile devait être rempli. Ces petites tâches d'entretien étaient souvent confiées aux enfants plus âgés, leur enseignant la responsabilité tout en contribuant à la maison. La gestion du feu restait constante tout au long de la soirée. Le poêle devait être régulièrement alimenté en charbon ou en bois pour maintenir la chaleur. Dans les maisons assez chanceuses pour avoir des cheminées supplémentaires dans d'autres pièces, celles-ci pouvaient être allumées pour les rassemblements du soir, créant des îlots de chaleur dans la maison par ailleurs fraîche. À mesure que la soirée avançait, le travail pouvait céder la place à l'éducation et au divertissement. C'était le moment où les leçons des enfants étaient révisées, où l'on écrivait des lettres, où l'on lisait à voix haute les livres possédés par le foyer. Les taux d'alphabétisation augmentaient pendant la période édouardienne, mais le matériel de lecture restait précieux. Un seul livre pouvait être lu à plusieurs reprises sur de nombreux hivers, ces histoires devenant partie intégrante de la tradition familiale. Pour les familles sans livre, le récit oral comblait ce manque. Parents et grands-parents partageaient des histoires de leur propre enfance, des légendes locales ou des récits transmis à travers les générations. Ce n'étaient pas seulement des divertissements, mais des vecteurs de transmission de valeurs, de connaissances et d'identité culturelle. Beaucoup combinaient des informations pratiques avec des récits captivants, enseignant la prédiction météorologique à travers des histoires de tempêtes dramatiques ou l'élevage à travers des récits d'animaux de ferme exceptionnels du passé. La musique offrait une autre forme de divertissement du soir. Le piano devenait de plus en plus courant dans les foyers de fermes prospères, tandis que des instruments plus simples, violon, accordéon, flûte en métal, étaient répandus à tous les niveaux économiques. Le chant en groupe ne nécessitait aucun équipement. Il suffisait du répertoire accumulé de chansons folkloriques, d'hymnes et de airs populaires que tout le monde connaissait. Les jeux pour enfants s'adaptaient aux conditions du soir. Les figures de ficelle, les ombres chinoises et les jeux de cartes simples pouvaient tous être appréciés avec une lumière limitée. Les enfants plus âgés pouvaient pratiquer la sculpture sur bois ou d'autres travaux manuels sous supervision. Les très jeunes jouaient avec des poupées en chiffon ou des jouets en bois près de l'âtre chaud. La conversation prenait une qualité différente pendant ces heures du soir. Libérés de la pression immédiate du travail de jour, les échanges pouvaient être plus larges. Plans pour les semailles du printemps, souvenirs des hivers passés, petites commérages doux sur voisins et parents, politique locale et nouvelles nationales si les journaux arrivaient à la ferme. Ces discussions renforçaient les liens familiaux tout en faisant passer le temps pendant les longues heures sombres. La météo restait un sujet constant, presque spirituel en hiver. Le rituel du soir incluait souvent la vérification des signes et des conditions du lendemain. Le ciel était-il clair, promettant un froid sévère? Des nuages s'accumulaient-ils, suggérant de la neige? Les articulations faisaient-elles mal, annonçant un changement de pression? Ces observations n'étaient pas une curiosité oiseuse, mais une intelligence critique déterminant le travail et la sécurité du lendemain. Certaines familles tenaient des journaux météorologiques notant température, précipitations et conditions quotidiennes. Ces carnets transmis de génération en génération créaient de précieuses archives climatiques tout en aidant à prédire les tendances.
La météo avait été similaire en février dernier et avait cédé après 3 jours, comme le disait un grand-père en consultant sa mémoire renforcée par de tels enregistrements. À mesure que la soirée s'approfondissait vers la nuit, les préparatifs pour le sommeil commençaient. Cette transition était marquée par des rituels spécifiques visant à assurer à la fois le confort physique et psychologique pendant les heures dangereuses d'obscurité et de froid extrême. Le feu était soigneusement attisé, recouvert de cendres pour ralentir la combustion tout en maintenant suffisamment de chaleur pour être ravivé facilement le matin. C'était une tâche délicate nécessitant un jugement précis. Trop peu de cendres et le combustible précieux brûleraient pendant la nuit, trop et le feu pourrait s'éteindre complètement, laissant la maison dangereusement froide à l'aube. Les portes extérieures étaient vérifiées et sécurisées. Le bétail recevait une inspection finale. L'eau était apportée à l'intérieur pour éviter qu'elle ne gèle pendant la nuit, avec suffisamment stocké pour les besoins du matin avant de pouvoir accéder à la pompe ou au puits. Les pots de chambre étaient placés dans les chambres car les latrines étaient un lieu redoutable pendant les nuits glaciales. Ces récipients pratiques, souvent conservés sous les lits, évitaient les déplacements dangereux la nuit vers l'extérieur ou les parties non chauffées de la maison. La toilette avant le coucher était minimale selon les standards modernes, peut-être seulement les mains et le visage dans de l'eau réchauffée au feu. Les bains complets étaient hebdomadaires au maximum, généralement prévus le samedi en préparation du culte dominical. Les vêtements de nuit étaient conçus pour la chaleur plutôt que pour l'apparence. Longues chemises ou robes de nuit en flanelle couvrant le corps du cou aux chevilles. Les bonnets de nuit, réellement portés pour dormir, gardaient la tête au chaud. Certaines personnes portaient même des chaussettes au lit, surtout les personnes âgées ou celles à mauvaise circulation. Les lits eux-mêmes nécessitaient une préparation. Dans les chambres non chauffées, draps et couvertures étaient douloureusement froids. Divers moyens de réchauffement étaient employés, bouillotte, briques chauffées enveloppées dans de la flanelle, chaufferettes remplies de braise passées entre les draps avant le coucher. Ils fournissaient un confort initial qui devait durer jusqu'à ce que la chaleur corporelle réchauffe progressivement l'espace sous les lourdes couvertures. Les chambres des fermes édouardiennes avaient rarement leur propre cheminée. Le chauffage était jugé inutile pour les espaces utilisés principalement pendant le sommeil, et des préoccupations de sécurité existaient concernant les feux laissés sans surveillance. La conception architecturale regroupait souvent les chambres autour de la cheminée de la cuisine, permettant à une chaleur résiduelle de pénétrer dans ces espaces. Le moment réel du coucher suivait une mise en scène soigneuse. Les lampes étaient éteintes une par une à mesure que les membres de la famille se retiraient, peut-être avec une seule bougie pour éclairer le chemin jusqu'à l'étage. Se déshabiller dans une chambre froide se faisait avec une rapidité remarquable. Des recherches modernes ont chronométré des reconstituteurs historiques et ont constaté qu'ils pouvaient passer des vêtements de jour aux vêtements de nuit en moins d'une minute quand la motivation du froid était présente. Puis venait la course vers le lit, tirant rapidement les lourdes couvertures pour emprisonner la chaleur existante. Le poids de la literie hivernale était considérable, plusieurs édredons, couvertures, et peut-être un couvre-lit en plumes pour les foyers chanceux. Ce poids offrait à la fois chaleur et sentiment de sécurité, comme une étreinte protectrice contre la nuit hostile. Les arrangements de sommeil familiaux étaient pratiques plutôt que privés. Les enfants partageaient souvent le lit pour la chaleur, quel que soit leur sexe, jusqu'à un certain âge. Dans les petites maisons, plusieurs lits pouvaient occuper une même pièce. Les personnes âgées pouvaient dormir au rez-de-chaussée près du poêle de la cuisine si monter les escaliers devenait difficile. Ces dispositions n'étaient pas seulement liées aux limites d'espace, mais constituaient une stratégie de survie. La chaleur corporelle partagée faisait une différence significative en termes de confort et de sécurité. Le sommeil suivait des rythmes différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Sans éclairage électrique, prolongeant artificiellement les journées, les familles rurales édouardiennes étaient plus alignées sur les cycles de lumière naturelle. L'hiver apportait des périodes de sommeil plus longues, parfois jusqu'à 10 heures, bien que segmentées. Le phénomène de premier sommeil et deuxième sommeil restait courant en zone rurale. Les gens dormaient plusieurs heures après la tombée de la nuit, se réveillaient naturellement vers minuit. Cette période d'éveil pouvait durer 1 heure ou plus avant le deuxième sommeil jusqu'à l'aube. Loin d'être considérée comme de l'insomnie, cette habitude était normale et utilisée de manière productive pour la contemplation, l'intimité conjugale, la vérification des feux ou du bétail, ou simplement écouter la nuit hivernale. Pendant ce réveil nocturne, la maison était presque silencieuse et complètement sombre, sauf pour la lueur des feux attisés. Les sons étaient minimaux, le tic-tac d'une horloge si la famille en possédait une, le grincement de la structure due au froid, peut-être le hurlement lointain du vent ou du renard. Cette pause paisible offrait une qualité de conscience différente du jour ou du sommeil complet,
un espace liminal pour la réflexion, impossible dans notre monde moderne constamment éclairé. Le froid le plus intense survenait avant l'aube, lorsque même les feux attisés s'éteignaient presque et que la chaleur résiduelle de la maison se dissipait. C'était le moment où le givre pouvait se former à l'intérieur des fenêtres. Lorsque l'eau laissée dans les bassins gelait, lorsque la couverture supplémentaire au pied du lit était remontée pour plus de chaleur. Cette période précédant l'aube était particulièrement dangereuse pour les plus vulnérables, très jeunes, personnes âgées, malades. Les familles développaient des routines protectrices, quelqu'un, souvent la mère, se levant pendant ces heures les plus sombres pour vérifier les enfants et les parents âgés, raviver le feu si nécessaire, veillant à ce que chacun reste en sécurité pendant le point le plus froid de la nuit. La conscience de la vulnérabilité était constante. La nuit d'hiver n'était pas seulement inconfortable, mais potentiellement mortelle. Monoxyde de carbone provenant de feux mal entretenus, hypothermie due à un chauffage insuffisant, incendie causé par des lampes ou bougies laissées sans surveillance. Ces dangers modelaient les comportements et créaient une vigilance que les personnes modernes avec détecteurs de fumée et chauffage central peuvent à peine imaginer. Pourtant, dans cet environnement difficile, les familles de ferme édouardiennes trouvaient un profond réconfort. Le contraste entre l'hostilité extérieure et la chaleur relative du foyer créait l'appréciation des plaisirs simples. L'expérience partagée de la survie hivernale renforçait les liens entre membres de la famille et voisins. Les rythmes prévisibles des rituels du soir offraient sécurité psychologique en des temps incertains. À mesure que la nuit s'approfondissait, la ferme se plongeait dans un calme presque complet. Dehors, peut-être la lumière de la lune se reflétait sur la neige, créant un paysage éthéré d'argent et d'ombre. À l'intérieur, la famille dormait sous des couches de laine et de coton, leur souffle visible dans les chambres froides, leur corps instinctivement recroquevillé pour conserver la chaleur. Les rêves pouvaient être influencés par les sensations physiques. Le poids des couvertures devenant des montagnes à gravir dans le rêve, le froid du bout du nez inspirant des visions d'exploration arctique. L'inconscient traitait les événements de la journée tandis que le corps conservait son énergie pour le travail du lendemain. Quelque part dans la maison, une horloge pouvait tic-taquer régulièrement, marquant le passage de l'obscurité vers l'aube. Chaque jour d'hiver accompli était une petite victoire, un jalon de plus sur le chemin vers le printemps. La famille dormait, rassemblant ses forces pour la bataille identique de demain contre le froid, l'obscurité et la pénurie. Dans les fermes à travers le Devonshire, dans toute l'Angleterre rurale, cette scène se répétait avec des variations déterminées par la richesse, la taille de la famille et les circonstances individuelles. Mais l'expérience fondamentale de la nuit d'hiver transcendait ces différences, créant une compréhension culturelle partagée qui façonnait le caractère rural édouardien, résilient, pratique et intimement connecté au cycle naturel. Dehors, peut-être que la neige continuait de tomber, transformant le paysage en quelque chose à la fois beau et dangereux. La ferme se dressait comme une petite île de présence humaine dans la vaste nuit hivernale. Ses habitants endormis se livraient temporairement à l'obscurité, mais se préparaient à réapparaître à l'aube, poursuivant les anciens schémas de survie hivernale rurale. Au cœur le plus profond de l'hiver édouardien, quand l'obscurité semble éternelle et que le froid pénètre jusqu'aux os, le véritable test de survie commence. Janvier et février apportaient ce que les familles rurales du Devonshire appelaient les « mois affamés », lorsque les réserves de nourriture conservée commençaient à diminuer, lorsque les combustibles s'épuisent et que la promesse du printemps semble incroyablement lointaine. Ces jours-là, le thermomètre pouvait rester en dessous de zéro pendant des semaines, la neige s'amassait en congère plus haute qu'un homme, et l'air lui-même semblait se cristalliser à chaque respiration. La survie dépendait alors non seulement de la préparation physique, mais aussi de la force mentale, des liens communautaires et de la sagesse accumulée des générations. Entrons dans ce monde difficile et voyons comment les familles de fermiers édouardiens enduraient les jours les plus sombres de l'hiver. L'aube arrivait tard pendant ces mois profonds, parfois pas avant 8 heures dans le nord de l'Angleterre. La famille se levait dans l'obscurité, ses mouvements lents et délibérés dans l'air glacial du matin. La première personne à se lever, souvent la mère ou le père, avait la tâche la plus difficile, quitter la chaleur relative du lit pour raviver le feu attisé. Agenouillée devant le foyer, travaillant autant au toucher qu'à la vue, elle ou il découvrait soigneusement les braises préservées sous leur couverture de cendres. Avec des doigts presque gelés, on ajoutait de petits morceaux d'allumage, soufflant doucement pour transformer la faible lueur en flamme. Cette résurrection quotidienne du feu les reliait à des ancêtres remontant à la préhistoire, à l'acte humain fondamental de créer la chaleur à partir de l'obscurité. À mesure que le feu prenait et grandissait, la cuisine devenait progressivement l'unique espace tolérable dans la maison autrement glaciale. Les membres de la famille sortaient des chambres enveloppées dans des couvertures, se regroupant près du foyer.
La journée commençait ainsi par ce regroupement, cette expérience partagée de l'inconfort se transformant lentement en chaleur supportable. Le petit déjeuner était simple mais essentiel. Porridge chaud préparé avec l'avoine stockée à la ferme, peut-être avec une petite quantité de sucre précieux ou de fruits conservés pour le goût. Les bols fumants réchauffaient les mains avant de réchauffer l'estomac. Le thé était infusé fort, fournissant la caféine nécessaire pour relancer des corps et des esprits engourdis par le froid. Dehors, la ferme apparaissait transformée sous le manteau le plus lourd de l'hiver. Peut-être que le brouillard stagnait dans les vallées fluviales, où le givre couvrait toutes les surfaces de cristaux délicats, où la neige recouvrait le paysage d'un blanc immaculé. Cette beauté était dangereuse, chaque scène hivernale à couper le souffle représentait un nouveau défi pour la survie. La première tâche extérieure consistait à créer des chemins à travers la neige vers les dépendances, les abris pour animaux, le puits ou la pompe, la pile de bois. Ce n'était pas seulement une question de commodité, mais de nécessité. Dans la neige profonde, même les espaces familiers devenaient des labyrinthes dangereux. Un chemin dégagé vers la latrine pouvait littéralement sauver des vies en cas de maladie ou pour les personnes âgées. L'accès aux animaux permettait de les nourrir et de les abreuver. Le chemin vers la route reliait la ferme à une aide potentielle en cas d'urgence. Le déneigement était un travail épuisant, surtout dans les congères formées sur les côtés exposés au vent des bâtiments ou contre les haies. Des pelles en bois à long manche étaient utilisées, parfois renforcées de bandes métalliques. La technique consistait à soulever de petites quantités plutôt que d'essayer de déplacer trop à la fois, un rythme régulier qui conservait de l'énergie tout en progressant graduellement. Dans les pires tempêtes, les familles pouvaient tendre des cordes entre les bâtiments, des lignes de vie littérales à suivre lorsque la visibilité tombait presque à zéro. Un fermier pris dehors lors d'une tempête de neige soudaine pouvait perdre tout sens de l'orientation à quelques mètres de sa porte. Les cordes fournissaient une guidance tactile lorsque les repères disparaissaient dans le tourbillon blanc. La gestion de l'eau devenait critique. Les tuyaux et pompes gelées pouvaient priver le foyer de cette nécessité fondamentale. Diverses mesures préventives étaient employées. Les pompes pouvaient être enveloppées de paille ou de vieilles couvertures, les tuyaux intérieurs parfois remplis de sueur pour l'isolation. Si le gel semblait inévitable, les systèmes étaient vidés pour éviter l'expansion destructrice de la glace. Quand la prévention échouait et que l'eau gelait malgré tout, des alternatives devaient être trouvées. La neige pouvait être fondue, bien que ce fût inefficace et consommateur de combustible, ou des sources naturelles, si disponibles, pouvaient continuer à couler même par temps très froid. Dans les zones côtières, l'eau salée pouvait être utilisée pour le nettoyage, économisant l'eau douce pour boire et cuisiner. Le bétail faisait face à ses propres difficultés hivernales. Vaches, moutons, cochons et volailles nécessitaient une attention particulière pendant le froid extrême. Leurs routines habituelles étaient modifiées pour conserver leur énergie et la vôtre. Les abreuvoirs devaient être surveillés constamment et la glace brisée. Les horaires d'alimentation pouvaient être ajustés, fournissant plus de calories pendant les périodes les plus froides et synchronisant les repas pour maximiser la production de chaleur naturelle des animaux. La litière était généreusement ajoutée dans les stalles et enclos, créant des couches isolantes retenant la chaleur corporelle. Une attention particulière était portée aux animaux vulnérables, les femelles gestantes, les très jeunes, les âgés. Une brebis sur le point de mettre bas pouvait être amenée dans un espace plus chaud pour protéger le nouveau-né du gel. Une vache proche du vêlage recevait un supplément de nourriture et l'emplacement le plus abrité et propre de la grange. Vérifier les animaux par temps rigoureux signifiait plusieurs sorties dans le froid glacial. Chaque trajet devait être soigneusement planifié pour accomplir un maximum de tâches avec un minimum d'exposition. Outils préparés, nourriture préparée, eau transportée, tout pour limiter le temps passé dans des conditions dangereuses. Même avec ces précautions, l'hiver entraînait des pertes inévitables. Une poule retrouvée gelée sur son perchoir, un agneau nouveau-né qu'on ne pouvait ranimer, une vieille vache faible qui se couchait un matin et ne se relevait plus. Les fermiers édouardiens faisaient face à ces pertes avec stoïcisme, né de la nécessité. Ils pleuraient brièvement, récupéraient ce qu'ils pouvaient et se concentraient sur la protection des animaux restants. À l'intérieur de la ferme, la bataille contre le froid continuait sur plusieurs fronts. La structure physique elle-même craquait et se déformait avec le gel. Des fissures apparaissaient dans les portes et les encadrements de fenêtres. Lorsque le bois se contractait dans l'air sec et froid, elles étaient bourrées de chiffons ou de papier pour éviter les courants d'air. Le nombre limité de pièces chauffées devenait encore plus restreint pendant le froid extrême. Les activités familiales se concentraient dans la cuisine, les excursions dans d'autres parties de la maison étant brèves et ciblées. Les pots de chambre éliminaient les déplacements nocturnes vers les latrines.
Les bassins d'eau étaient remplis le soir pour que les ablutions du matin n'exigent pas d'aller chercher de l'eau dans l'obscurité précédant l'aube. Les habitudes de sommeil s'adaptaient aux exigences de la saison. La famille se couchait plus tôt que d'habitude, partageant la chaleur corporelle sous des couches de couverture et de kilt, et se levait plus tard quand cela était possible, évitant les heures pré-dawn les plus froides pendant les tempêtes de neige ou les chutes de température extrêmes. Les horaires normaux étaient abandonnés au profit de la conservation de la chaleur, de la nourriture, du combustible et de l'énergie humaine. Le choix des vêtements devenait stratégique. Plusieurs couches fines retenaient mieux l'air que des couches épaisses uniques. La laine restait le tissu miracle, réchauffant même humide, respirant pour éviter la surchauffe lors de l'effort. Naturellement antibactérienne pour un port prolongé sans lavage. Chapeau, écharpe et gants n'étaient jamais optionnels mais indispensables. Les stratégies alimentaires changeaient également. Les repas devenaient plus simples mais plus fréquents, fournissant une énergie constante plutôt que de grands piquets creux. Des liquides chauds, thé, soupe et bouillon apparaissaient tout au long de la journée, réchauffant de l'intérieur vers l'extérieur. Les aliments riches en graisse fournissaient des calories concentrées et une sensation de satiété qui aidait à combattre la dépression hivernale. Les aspects psychologiques de la survie en hiver profond étaient aussi importants que les aspects physiques. Les familles de fermiers édouardiens comprenaient ce que la science moderne a confirmé. L'état d'esprit influence significativement la résilience physique. Diverses stratégies contribuaient à maintenir le moral pendant ces mois difficiles. La lumière devenait précieuse au-delà de son utilité pratique. Même le faible soleil d'hiver était accueilli avec enthousiasme. Les rideaux étaient ouverts pour laisser entrer chaque rayon. Les tâches extérieures étaient reprogrammées pour profiter des périodes ensoleillées. La famille pouvait faire une pause dans son travail pour tourner le visage vers la lumière, absorbant chaleur et confort psychologique. La lumière artificielle était utilisée judicieusement mais significativement. Les lampes à huile pouvaient brûler un peu plus longtemps lors de soirées particulièrement sombres, des bougies supplémentaires pouvaient être allumées pour des occasions spéciales. La lumière du feu elle-même était maximisée, en attisant le feu pour produire plus de flammes et d'éclairage lors des rassemblements familiaux. La création de beauté dans des circonstances difficiles offrait un soutien émotionnel, une branche de bail d'hiver ramenée à l'intérieur, des cristaux de glace sur une fenêtre admirée pour leurs motifs complexes, la lueur dorée du feu sur les visages réunis autour de l'âtre. Ces petits plaisirs esthétiques reconnaissaient que l'homme a besoin de plus que la simple survie, il a besoin de moments d'émerveillement et d'appréciation. Les célébrations prenaient une importance accrue. Noël, le Nouvel An, Candalma, étaient observés avec les ressources disponibles. Il ne s'agissait pas des fastes des riches, mais de marqueurs simples reliant la famille à la communauté et aux rythmes historiques. Un repas spécial pouvait être préparé avec des ingrédients réservés pour l'occasion. De petits cadeaux, souvent faits main lors des longues soirées, étaient échangés. Des chants ou des histoires propres à la saison étaient partagés. Ces célébrations offraient des repères psychologiques dans le paysage hivernal autrement monotone. Le monde social se contractait pendant les intempéries sévères mais restait vital. Les fermes voisines maintenaient le contact par des visites occasionnelles lorsque la météo le permettait. On échangeait nouvelles et ressources, organisant une entraide pour ceux dans le besoin. Un fermier disposant de bois supplémentaires pouvait le partager avec une veuve dont la réserve était faible. Une famille bénie d'une bonne vache laitière pouvait apporter du beurre aux voisins n'en possédant pas. Ces actes n'étaient pas seulement charitables, mais des investissements pragmatiques dans la survie communautaire. Celui qui donne aujourd'hui pourrait recevoir demain. La dure réalité de l'hiver édouardien forgeait une interdépendance dépassant les frontières sociales normales. Les églises restaient opérationnelles malgré la météo, bien que la fréquentation puisse baisser lors des pires conditions. Les offices du dimanche apportaient non seulement un réconfort spirituel, mais aussi une connexion sociale essentielle. Après le culte, les gens restaient pour échanger des nouvelles, organiser de l'aide et simplement profiter du contact humain au-delà de leur foyer immédiat. Les ministres ou pasteurs s'efforçaient de rendre visite aux paroissiens isolés pendant les intempéries extrêmes. Ces visites servaient à la fois des objectifs spirituels et pratiques, apportant réconfort aux solitaires tout en s'assurant que personne ne tombait à travers le filet de sécurité communautaire. Le médecin du village, s'il existait localement, pouvait effectuer des appels d'urgence malgré les conditions. Les histoires abondent de voyages héroïques à travers les tempêtes de neige pour atteindre les patients dans le besoin. Ces professionnels de santé, encore relativement rares en zone rurale, étaient des ressources communautaires précieuses dont la santé et la sécurité intéressaient tout le monde. La connaissance locale devenait de plus en plus précieuse à mesure que l'hiver s'approfondissait. Quelle route resterait praticable le plus longtemps après une neige ?
Quelle source ne gèlerait jamais complètement? Quel ancien du village pouvait prédire les changements météorologiques avec une précision étonnante? Cette sagesse collective, accumulée sur des générations et partagée librement, multipliait les chances de survie de chaque individu. Les enfants vivaient l'hiver profond différemment des adultes. Pour eux, la neige transformait les paysages familiers en terrain de jeux magiques, descente en luge, construction de bonhommes de neige, bataille de boules de neige. Ces activités apportaient exercice et joie pendant des journées autrement restreintes. Les adultes pouvaient participer brièvement, retrouvant des moments de légèreté au milieu des préoccupations sérieuses. La fréquentation scolaire devenait irrégulière par mauvais temps. Les écoles rurales pouvaient fermer complètement pendant les tempêtes ou lorsque les températures descendaient sous certains seuils. L'éducation continuait de manière informelle à la maison, lecture à la lumière du feu, leçons d'arithmétique déguisées en jeu, compétences pratiques transmises par les activités quotidiennes. Pendant ces semaines difficiles, les familles de fermiers édouardiens gardaient espoir en cherchant des signes de la retraite éventuelle de l'hiver. Ces observations n'étaient pas seulement agréables, mais constituaient des informations cruciales pour la planification et le travail. Le rallongement progressif des jours était noté et célébré. La enjambée était la mesure traditionnelle. Chaque jour après le solstice d'hiver apportait un peu plus de lumière, de la longueur d'un pas. Début février, la différence devenait perceptible sans mesure. Des minutes supplémentaires précieuses de lumière du soir pour les tâches extérieures. Le comportement des oiseaux fournissait des indicateurs fiables, l'apparition des rouges-gorges ou les chants changeants des espèces résidentes signalait des variations trop subtiles pour être détectées directement par l'homme. Les fermiers expérimentés prêtaient attention à ces messagers, ajustant plans et attentes en conséquence. La végétation, même en dormance apparente, répondait aux changements de lumière et de température. Les perce-neige pouvaient percer le sol gelé dans des endroits protégés, les tiges de saule prenaient une teinte jaunâtre lorsque la sève commençait à monter imperceptiblement. Les bourgeons de certains arbres enflaient légèrement, promettant plutôt que livrant le renouveau du printemps. La qualité de la lumière elle-même se transformait progressivement. Le faible soleil bas et dur de l'hiver cédait à quelque chose de plus doux, plus chaud, avec une autre qualité d'illumination. Ce changement était difficile à mesurer mais intuitivement reconnu par ceux dont la survie dépendait d'une observation attentive des cycles naturels. Les schémas météorologiques montraient des changements subtils. Peut-être la neige tombait-elle plus lourde, l'eau gelée moins épaisse et fondant plus vite, le vent portait-il des indices d'air moins glacé. Ces variations arrivaient de manière inconsistante, avec de fréquents retours au contrôle hivernal, mais leur apparition périodique apportait un soutien psychologique. Les animaux de la ferme percevaient la transition. Les moutons s'agitaient à l'approche de la mise bas, les poules pouvaient légèrement augmenter leur ponte, le bétail montrait plus d'énergie les jours plus doux. Ces changements comportementaux étaient soigneusement notés et interprétés grâce à des générations d'observations accumulées. Le corps humain réagissait lui aussi à la transition saisonnière, l'appétit changeait subtilement, l'énergie fluctuait avec le soleil qui se renforçait, les besoins de sommeil diminuaient légèrement. Le fermier édouardien, attentif à ses propres réactions physiques autant qu'aux conditions externes, reconnaissait ces signes internes annonciateurs du printemps. Avec ces premiers indices venaient les préparatifs pratiques de la transition saisonnière. Les graines stockées tout l'hiver étaient vérifiées pour leur viabilité, les outils agricoles recevaient leur dernière réparation avant la saison de croissance, les calendriers d'élevage du bétail étaient révisés et ajustés, et la planification se tournait de plus en plus vers les activités printanières. Les champs seraient à préparer dès que le gel disparaîtrait définitivement. Les jardins nécessiteraient attention. La mise bas, la tonte et d'autres activités printanières concernant le bétail demandaient une surveillance constante. Le relatif calme de l'hiver profond cédait bientôt la place à la frénésie contrôlée de la croissance et du renouveau. Mais ces préparatifs restaient quelque peu théoriques tant que l'hiver maintenait son emprise. Février apportait souvent les plus fortes chutes de neige, les glaces les plus traîtresses, les plus grands défis pour les provisions alimentaires. La promesse du printemps coexistait avec la réalité persistante de la domination hivernale. Cette tension entre espoir et difficultés actuelles caractérisait l'expérience rurale édouardienne de la fin de l'hiver. La famille anticipait de meilleurs jours tout en restant pleinement engagée dans les défis présents. Cette double conscience créait la résilience, leur permettant de supporter les difficultés immédiates tout en gardant la vision d'un soulagement éventuel. À mesure que février avançait vers mars, l'équilibre se déplaçait progressivement. Les gelées se faisaient plus espacées, le sol gelé s'assouplissait par intermittence. Le chant des oiseaux augmentait en fréquence et en variété. La lumière s'étendait perceptiblement en soirée.
Ces changements étaient célébrés discrètement, sans optimisme excessif qui pourrait être écrasé par les retours temporaires et inévitables de l'hiver. À l'intérieur de la ferme, de petits ajustements reflétaient la saison changeante. La gestion du feu devenait légèrement moins critique avec des périodes de chauffage maximales plus courtes. Les provisions restaient rationnées avec soin, mais avec une confiance accrue qu'elles dureraient jusqu'à l'arrivée de produits frais. Les vêtements d'hiver étaient encore portés, mais avec parfois la suppression d'une couche supplémentaire. Les activités du soir commençaient à inclure davantage de discussions sur les saisons à venir. Plans de jardin, rotation des champs, décisions concernant la reproduction du bétail. Ces conversations avaient des objectifs pratiques, mais servaient aussi de répétition verbale pour le futur désiré, le renouveau du printemps et l'abondance de l'été. Le fardeau psychologique de l'hiver commençait à s'alléger progressivement. La sensation oppressive d'endurance laissait place à l'anticipation. L'humeur de la famille s'éclaircissait avec l'allongement des jours, sans abandonner la prudence, mais en la tempérant par un optimisme mesuré. Ce changement psychologique était aussi important que toute préparation physique pour le printemps. La survie en hiver exigeait une discipline mentale particulière, concentration sur les besoins immédiats, conservation de toutes les ressources, gestion attentive des attentes. La transition vers la mentalité printanière impliquait des prises de risques calculées, l'investissement de ressources pour un retour futur et l'élargissement des horizons de possibilités. À travers tous ces changements subtils, les rythmes fondamentaux de la vie agricole continuaient. Corvée du matin, repas de midi, rassemblement du soir. La famille de la ferme édouardienne maintenait les structures qu'il avait soutenues pendant les jours les plus sombres de l'hiver, en modifiant progressivement plutôt qu'en abandonnant des routines éprouvées. Les températures nocturnes restaient dangereusement basses, même si le réchauffement diurne augmentait. L'attentat du feu en soirée continuait avec le même soin. Les chambres restaient glaciales, des couvertures supplémentaires demeuraient nécessaires. Le contraste entre conditions diurnes et nocturnes devenait plus prononcé, exigeant flexibilité dans les vêtements et la planification des activités. Le bétail réagissait aux conditions changeantes avec une énergie accrue et parfois des comportements difficiles. Les chevaux devenaient plus vifs, nécessitant une manipulation attentive. Le bétail se montrait plus agité dans ces quartiers d'hiver, les moutons approchant de la mise bas nécessitaient une surveillance plus rapprochée. Ces changements créaient du travail supplémentaire, mais signalaient un mouvement bienvenu vers le renouveau du printemps. À mesure que mars s'installait, les premières activités printanières devenaient possibles pendant les périodes plus douces. Peut-être la taille des arbres fruitiers par un après-midi ensoleillé, la réparation de clôtures endommagées par les tempêtes d'hiver, voire une préparation préliminaire du sol dans les zones bien drainées. Ces tâches étaient abordées avec prudence, conscients que l'hiver pouvait se réaffirmer à tout moment. Les semaines de transition apportaient leurs propres défis, la boue devenait presque omniprésente à mesure que le sol gelé dégelait, créant des conditions difficiles pour les humains et les animaux. Les chemins, auparavant facilement praticables lorsqu'ils étaient gelés, devenaient des bourbiers traîtres. Les bottes nécessitaient un nettoyage fréquent, les animaux un soin supplémentaire pour éviter les problèmes de sabots. Les fluctuations de température, gel la nuit et dégel le jour, créaient des conditions glissantes chaque matin. L'eau gelait et fondait, puis regelait sous de nouvelles configurations, rendant le terrain familier imprévisible et nécessitant une vigilance accrue pour éviter les blessures. La pluie remplaçait la neige comme précipitation principale, apportant des défis différents. Là où la neige pouvait être déplacée, la pluie trempait tout et posait des problèmes de drainage. Les vêtements imperméables, souvent en toile ou laine traitée à la lanoline, devenaient essentiels. Les vêtements trempés suspendus près du feu créaient une atmosphère humide dans la cuisine. La ferme elle-même réagissait aux changements de météo, se dilatant et se contractant avec les variations de température, développant parfois de nouvelles fissures et fuites. Les toits, qui avaient évacué la neige efficacement, devaient maintenant canaliser la pluie. Les gouttières nécessitaient un nettoyage des débris hivernaux pour éviter débordements et dommages aux murs. Pourtant, malgré ces défis, la trajectoire globale était positive. Chaque jour apportait une amélioration progressive des conditions. Chaque semaine apportait des preuves tangibles de la puissance déclinante de l'hiver. L'équilibre penchait progressivement mais inexorablement vers le renouveau du printemps. Les options alimentaires s'élargissaient lentement avec l'apparition des premières pousses. Les légumes sauvages, pissenlits, orties et oseilles pouvaient être récoltés dans des endroits protégés. Ces plantes amères mais nutritives constituaient un complément bienvenu au régime hivernal limité. Riches en vitamines après des mois de conserve, elles offraient à la fois nutrition et variété. Les œufs stockés à la ferme, soigneusement conservés tout l'hiver,
pouvaient être remplacés par une production fraîche croissante stimulée par la lumière du jour. Les rendements laitiers augmentaient également à mesure que les vaches réagissaient aux conditions changeantes et que la croissance apparaissait dans les pâturages. Ces petites améliorations de la qualité et de la quantité de nourriture apportaient un soutien physique et psychologique. Les activités communautaires augmentaient avec l'amélioration de la météo. Les voisins visitaient plus fréquemment, planifiant le travail partagé du printemps, échangeant peut-être de la main-d'œuvre pour le labour ou la mise bas, créant une anticipation de liens sociaux accrus. Les églises pouvaient organiser des offices spéciaux pour marquer la transition saisonnière, reconnaissant spirituellement le renouveau de la nature. Les marchés reprenaient un fonctionnement plus régulier, les biens disponibles s'élargissaient légèrement, les nouvelles circulaient plus librement. Ces connexions avec le monde extérieur réduisaient l'isolement caractéristique de l'hiver profond, rappelant à la famille qu'elle faisait partie de réseaux humains plus larges. Vers la fin mars, le vrai travail printanier devenait possible lors de périodes favorables. Les premières graines pouvaient être plantées dans des zones de jardin abrités, les champs préparés par temps sec, le bétail libéré brièvement dans les pâturages pour exercer et effectuer les premiers pâturages timides. Ces activités nécessitaient un timing prudent et restaient sujettes aux caprices du temps, mais leur simple possibilité signalait l'affaiblissement de l'emprise de l'hiver. À travers toutes ces expériences de transition, la famille de la ferme édouardienne maintenait la résilience développée pendant les défis de l'hiver. Elle abordait le printemps avec prudence, conservant les ressources jusqu'à ce que le renouveau soit certain, préservant les habitudes de soins et d'attention qui avaient assuré la survie lors des jours les plus sombres. Leur expérience de la transition saisonnière différait profondément de notre relation moderne avec l'hiver. Sans chauffage instantané, supermarché, applications météorologiques ou services d'urgence, ils naviguaient dans les conditions changeantes grâce à l'observation directe, à la sagesse accumulée et au soutien communautaire. Ils ressentaient le passage de l'année dans leur corps, leur travail, leur calcul quotidien de l'utilisation des ressources. En regardant en arrière, plus d'un siècle plus tard, nous pourrions voir leur vie comme inimaginablement difficile, leur endurance hivernale presque surhumaine. Pourtant, eux-mêmes n'auraient probablement rien trouvé d'extraordinaire dans leurs adaptations saisonnières. C'était simplement la vie telle qu'ils la connaissaient, difficile certes, mais navigable grâce au savoir, à la préparation et à la communauté. Peut-être y a-t-il quelque chose de précieux à retenir de leur expérience, même dans nos vies modernes climatisées. Nous avons gagné confort et sécurité, mais avons peut-être perdu une partie de notre lien intime avec les cycles naturels. Leur vigilance nécessaire face aux changements subtils de l'environnement, leur gestion soigneuse des ressources limitées, leur interdépendance avec la communauté et le paysage, tout cela peut offrir une sagesse pour notre avenir incertain. Alors que nous sommes au chaud dans nos lits, nous pouvons apprécier à la fois la distance parcourue depuis l'hiver édouardien et les fils qui nous relient encore à ces fermiers résilients. Le désir de chaleur et de lumière dans l'obscurité, la satisfaction des repas partagés pendant les saisons froides, l'espoir qui monte avec l'allongement des jours, la capacité humaine fondamentale à surmonter les difficultés tout en gardant la vision de jours meilleurs. La famille de la ferme édouardienne, émergeant progressivement de l'emprise de l'hiver vers la promesse du printemps, nous rappelle à la fois la vulnérabilité humaine et une remarquable adaptabilité. Leur survie hivernale nécessitait une préparation physique, certes, mais aussi des ressources moins tangibles, le savoir transmis à travers les générations, les liens communautaires transcendant les limites individuelles, la résilience psychologique pour maintenir l'espoir dans les jours les plus sombres. À mesure que le cycle des saisons tournait pour eux, l'hiver cédant à contre-cœur au printemps, le repos donnant lieu à la croissance, la conservation se transformant en création, ils participaient à des rythmes aussi anciens que l'agriculture elle-même. Leur moment historique particulier façonnait les détails de leur expérience, mais les patterns fondamentaux les reliaient à leurs ancêtres et à leurs descendants. Et maintenant, alors que vous sentez le poids de vos propres couvertures, le confort de votre oreiller, la transition paisible vers le sommeil, peut-être portez-vous une petite reconnaissance pour ces fermiers d'autrefois qui ont affronté les rigueurs de l'hiver avec un savoir-faire et une endurance remarquables. Et avec cette pensée, fermez les yeux et laissez-vous doucement glisser vers le sommeil.